La plus grande entreprise technologique du monde a été paralysée par une attaque invisible que personne ne pouvait tracer. Alors que les experts paniquaient, une enfant curieuse observait attentivement les codes sur un écran oublié. Sans que personne ne s'en aperçoive, elle a accédé au système et a commencé à inverser le chaos avec une précision incroyable. Si cette belle histoire de dépassement et d'amour vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. En continuant. Chapitre 1. L'Empire de Verre. Au sommet de la tour Hermès, qui dominait le paysage de Sophia Antipolis comme un phare de verre et d'acier, Pascal Lefort contemplait son royaume numérique. À 52 ans, le fondateur de Cybernexus était l'incarnation même du succès à la française. Son entreprise, fleuron de la cybersécurité européenne, protégeait les données de multinationales, de gouvernements et de millions d'utilisateurs à travers le monde. Ces algorithmes, considérés comme inviolables, étaient le fruit de 20 années de recherche obsessionnelle et d'investissements colossaux. Pascal ajusta sa cravate en soie, un rituel machinal qui précédait chacune de ses réunions importantes. Dans quelques minutes, il présenterait à son conseil d'administration les résultats trimestriels, des chiffres exceptionnels, comme toujours. Chez Cybernexus, l'excellence n'était pas un objectif, c'était la norme. « Monsieur Lefort, votre café », annonça Élodie, son assistante, en déposant une tasse fumante sur le bureau en bois précieux. « Merci, Élodie. Le conseil est-il au complet ?»« Oui, monsieur, ils vous attendent en salle Descartes. » Pascal esquissa un sourire. Nommer les salles de conférence d'après de grands penseurs français avait été son idée. Un rappel constant que l'innovation technologique française s'inscrivait dans une longue tradition intellectuelle. Une façon aussi de se distinguer des géants américains qu'il méprisait secrètement pour leur manque de profondeur culturelle. Le téléphone sonna. Pascal fronça les sourcils. Élodie intercepta l'appel. « Monsieur Lefort, c'est Monsieur Mercier de la sécurité informatique. Il insiste pour vous parler immédiatement. » Pascal saisit le combiné, irrité par cette interruption. Antoine Mercier, son directeur de la cybersécurité, n'était pas du genre à paniquer pour rien. « Antoine, j'entre en conseil dans 3 minutes. » La voix de l'autre côté était tendue, presque méconnaissable. « Monsieur, nous avons un problème critique. Nos systèmes subissent une attaque sans précédent. Les pare-feux principaux sont tombés il y a 7 minutes. » Comment est-ce possible? Le ton de Pascal était glacial. Ces systèmes étaient supposés être impénétrables. Nous l'ignorons. C'est comme si quelqu'un connaissait notre architecture par cœur. Les protocoles d'urgence ne répondent pas. Nous perdons le contrôle des serveurs un par un. Pascal sentit une sueur froide couler le long de son dos. « J'arrive. » En traversant les couloirs immaculés de Cybernexus, Pascal remarqua que quelque chose avait changé. Les écrans plats accrochés au mur, habituellement remplis de graphiques et de données en temps réel, affichaient désormais des messages d'erreur. Les téléphones sonnaient frénétiquement. Des employés couraient d'un bureau à l'autre, le visage déformé par l'angoisse. Le centre de contrôle, cœur névralgique de l'entreprise, était plongé dans un chaos indescriptible. Des dizaines d'ingénieurs s'agitaient devant leur console, criant des instructions contradictoires. Les écrans géants qui couvraient le mur principal clignotaient, passant du rouge au noir avant de s'éteindre complètement. Antoine Mercier, un homme d'ordinaire posé et méthodique, se précipita vers Pascal. « Monsieur, c'est sans précédent. Nous sommes attaqués sur tous les fronts. Nos données clients, nos algorithmes propriétaires, nos systèmes de communication interne, tout est compromis. »« Qui ?» demanda simplement Pascal, sa voix à peine audible sous le vacarme ambiant. « Impossible à déterminer pour l'instant. La signature est inhabituelle. Ce n'est pas le style des groupes que nous connaissons. » Pascal serra les poings. Son empire, bâti sur la promesse d'une sécurité absolue, s'effondrait sous ses yeux. Chaque seconde de panne représentait des millions d'euros de pertes, sans compter l'inestimable préjudice d'image. Rassemblez l'équipe d'intervention d'urgence. Je veux les meilleurs. Maintenant. Tandis que les ordres étaient transmis, Pascal observait le balai désorganisé de ses employés, ses brillants esprits soudain réduits à l'impuissance. Des années de confiance, peut-être d'arrogance, volaient en éclats minute après minute. Dans un recoin du vaste hall d'entrée de Cybernexus, loin de l'agitation des étages supérieurs, Mathilde Bernard, 11 ans, attendait patiemment que sa mère termine son service. Laurence Bernard travaillait comme agent d'entretien dans l'imposant bâtiment depuis 3 ans. Veuve, elle jonglait entre plusieurs emplois pour joindre les 2 bouts, emmenant parfois sa fille avec elle, lors des vacances scolaires quand elle ne pouvait pas la faire garder.
Mathilde n'était pas une enfant comme les autres. Sous ses boucles châtains et derrière ses lunettes à monture rouge, se cachait un esprit d'une rare acuité. Pendant que sa mère nettoyait les bureaux des ingénieurs les mieux payés d'Europe, Mathilde observait. Elle absorbait. Elle comprenait. Ce jour-là, assise sur une banquette en cuir du hall, elle griffonnait dans un carnet usé. Ses dessins n'étaient pas ceux d'une enfant ordinaire. Pas de maison, pas d'animaux, pas de personnages fantastiques. Mathilde traçait des diagrammes complexes, des architectures réseau, des schémas de circuits imprimés. À côté d'elle, dans un sac à dos élimé, s'entassaient des composants électroniques récupérés dans les poubelles de l'entreprise. Cartes mères défectueuses, processeurs obsolètes, modules de mémoire abandonnés. « Encore en train de dessiner tes robots, ma chérie ?» Laurence apparut, son chariot de nettoyage à la main, souriant malgré la fatigue évidente sur son visage. Mathilde leva les yeux de son carnet. « Ce ne sont pas des robots, maman. C'est un système distribué avec redondance intégrée. » Laurence ébouriffa affectueusement les cheveux de sa fille. Elle ne comprenait pas ce jargon technique, mais elle savait que Mathilde était exceptionnelle. Ses professeurs l'avaient signalé dès la maternelle. Malheureusement, les écoles spécialisées coûtaient cher et les bourses étaient rares. « Il se passe quelque chose d'étrange aujourd'hui », remarqua Laurence en regardant autour d'elle. « Tout le monde court partout. » Mathilde avait remarqué l'agitation inhabituelle bien avant sa mère. Elle avait également noté les fluctuations d'intensité des lumières, signe probable d'une instabilité dans l'alimentation des systèmes critiques. Et surtout, elle avait observé les écrans du hall, habituellement remplis d'animations élégantes, vantant les prouesses de Cybernexus, désormais figés sur un inquiétant écran bleu. « Je dois nettoyer le 3e étage, » dit Laurence. « Tu restes sage ici, d'accord? Je reviens dans 1 heure maximum. » Mathilde hocha la tête, mais dès que sa mère disparut dans l'ascenseur, elle ferma son carnet. Quelque chose de fascinant se déroulait dans ce bâtiment, quelque chose qui faisait courir les adultes en costume et transpirer les informaticiens, quelque chose qui ressemblait étrangement au scénario qu'elle imaginait parfois, quand elle se demandait comment elle s'introduirait dans un système théoriquement imprenable. Mathilde se leva, rangea soigneusement son carnet dans son sac à dos et se dirigea vers les escaliers de service. Sa mère lui avait fait mémoriser le plan du bâtiment en cas d'urgence. Ses connaissances allaient servir différemment aujourd'hui. Discrète comme une ombre, elle se glissa dans les couloirs du 1er étage puis du 2e. Les adultes étaient trop préoccupés pour remarquer une petite fille. Personne ne questionnait sa présence. Elle était invisible, comme toujours. Au 4e étage, le chaos était total. À travers une porte entr'ouverte, Mathilde aperçut une vaste salle remplie d'écrans et de personnes paniquées. Elle reconnut immédiatement le célèbre Pascal Lefort, dont le portrait ornait le hall d'entrée. L'homme semblait avoir vieilli de 10 ans en quelques heures. Son costume impeccable était froissé, sa cravate desserrée. Il criait des ordres que personne ne semblait capable d'exécuter. Réinitialiser les nœuds principaux, couper les connexions externes, isoler le réseau central. Les techniciens s'agitaient dans tous les sens, mais rien ne semblait fonctionner. Les écrans continuaient de s'éteindre un à un. Mathilde restait dans l'ombre, fascinée. Elle ne comprenait pas tout, mais elle percevait les schémas, les structures, les motifs sous-jacents. Et surtout, elle voyait quelque chose que personne d'autre ne semblait remarquer. Une récurrence, un rythme dans la progression de la panne. Ce n'était pas aléatoire, c'était méthodique, presque musical. Un jeune homme en chemise blanche, visiblement épuisé, s'appuya contre le mur près d'elle. Il tenait un gobelet de café qui tremblait légèrement dans sa main. Son badge indiquait « Hugo Roussel, analyste en sécurité ». Mathilde hésita un instant, puis trouva le courage de parler. « Excusez-moi, monsieur. » Hugo sursauta, renversant quelques gouttes de café sur sa chemise. « Qu'est-ce que... Qui es-tu? Comment es-tu arrivé ici? »« Je suis Mathilde. Ma mère travaille ici. » Elle pointa du doigt les écrans. « Votre système est attaqué selon un motif spécifique. Ça suit la séquence de Fibonacci, mais avec une variation cyclique. » Hugo la dévisagea, partagé entre l'incrédulité et l'agacement. « Écoute, petite, ce n'est vraiment pas le moment de... »« Regardez, » insista Mathilde, en sortant son carnet. Elle tourna rapidement les pages jusqu'à un diagramme qu'elle avait dessiné des semaines auparavant. « C'est comme ça que je pénétrerai dans un système comme le vôtre. Et c'est exactement ce qui se passe. » Hugo allait la renvoyer quand quelque chose dans le diagramme attira son attention. Il se pencha, plissa les yeux, puis regarda à nouveau les écrans. Son expression passa de la condescendance à la stupéfaction. « Comment as-tu... »
Mathilde haussa les épaules. Je réfléchis beaucoup quand j'attends maman. Hugo hésita un instant, puis prit une décision qui allait changer le cours de plusieurs vies. Viens avec moi, dit-il en saisissant doucement son bras. Je crois que tu devrais parler à Monsieur Lefort. Chapitre 2. La petite prodige. Monsieur Lefort, je crois que vous devriez écouter cet enfant. La voix d'Hugo Roussel se perdit dans le tumulte général. Pascal Lefort, entouré d'une dizaine d'ingénieurs seniors et de responsables au visage décomposé, ne remarqua même pas le jeune analyste qui tentait de s'approcher, tenant par l'épaule une fillette à lunettes rouges. « Monsieur Lefort !» insista Hugo, haussant le ton. Cette fois, le PDG se retourna, son regard passant rapidement de l'analyste à l'enfant. Son expression passa de la surprise à l'irritation. « Roussel, ce n'est vraiment pas le moment. Que fait cette gamine ici, la sécurité ?» Mathilde ne se laissa pas intimider. Avant même qu'Hugo puisse expliquer, elle fit un pas en avant et déclara d'une voix calme mais assurée « Votre attaquant utilise une séquence prédictible pour désactiver vos systèmes. Il y a un motif et je peux le lire. » Un silence incrédule s'abattit sur la salle. Quelques rires nerveux fusèrent, rapidement étouffés. Pascal Lefort dévisagea l'enfant, partagé entre l'envie de la faire sortir immédiatement et une curiosité qu'il ne s'expliquait pas. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-il finalement. « Mathilde Bernard, monsieur. »« Ma mère est Laurence Bernard, elle travaille au service d'entretien. » Le visage de Pascal se durcit. « Et comment une enfant dont la mère est femme de ménage prétend-elle comprendre ce que mes meilleurs experts ne voient pas ?» Hugo intervint, outré par le ton condescendant de son patron. « Monsieur, elle a décrit précisément le motif d'attaque avant même d'avoir vu nos écrans. Regardez son carnet. » Pascal hésita puis tendit la main. Mathilde lui remit son carnet usé, ouvert à la page où elle avait dessiné, des semaines auparavant, un schéma d'attaque théorique contre un système similaire à celui de Cybernexus. Les yeux du milliardaire s'écarquillèrent à mesure qu'il tournait les pages. Ce n'étaient pas des gribouillages d'enfants. C'étaient des architectures et réseaux complexes, des algorithmes de cryptage, des schémas d'infrastructure qu'un étudiant en dernière année d'ingénierie aurait eu du mal à concevoir. « Qui t'a appris cela ?» demanda-t-il, soudain plus attentif. « Personne. » Mathilde ajusta ses lunettes. « J'observe, je lis beaucoup, et je comprends comment les choses fonctionnent. » Antoine Mercier, le directeur de la cybersécurité, s'approcha et jeta un œil au carnet. « C'est remarquable. Certains de ces schémas ressemblent à nos propres architectures. Comment... Je viens souvent ici avec maman. Parfois, quand elle nettoie tard, je regarde par-dessus l'épaule des ingénieurs qui travaillent encore. Personne ne fait attention à moi. » Pascal referma brusquement le carnet. L'idée qu'une enfant ait pu observer et comprendre leur système propriétaire était à la fois fascinante et terrifiante. Une faille de sécurité humaine qu'il n'avait jamais anticipée. « Monsieur, » intervint Hugo, « nous n'avons rien à perdre. Nos systèmes tombent les uns après les autres. » Pascal regarda les écrans. Plus de la moitié était noire désormais. Les pertes se chiffraient déjà en dizaines de millions d'euros. « Très bien. » Il se tourna vers Mathilde. « Que proposes-tu »« J'ai besoin d'un terminal avec un accès complet, » répondit-elle sans hésitation. Antoine s'étrangla. « Un accès route à une enfant, c'est de la folie. Vous avez une meilleure idée » répliqua sèchement Pascal. « Donnez-lui ce qu'elle demande. » À contre-cœur, Antoine guida Mathilde vers un poste de travail isolé. Il tapa un code d'accès administrateur et s'écarta. « Voilà, mais je surveille chacun de tes mouvements. » Mathilde s'installa sur la chaise, ses pieds ne touchant pas le sol. Ses petites mains volèrent sur le clavier avec une assurance qui laissa les observateurs bouche bée. Elle ne cherchait pas, elle n'explorait pas, elle savait exactement où aller. En quelques minutes, elle navigua à travers des couches de sécurité que même certains administrateurs système peinaient à comprendre. Ses doigts dansaient sur les touches, ouvrant des fenêtres de terminal, analysant des logs système, suivant des pistes invisibles pour les autres. Là, murmura-t-elle, pointant une séquence de caractères apparemment aléatoires. « Vous voyez ce motif? C'est une signature, comme une empreinte digitale. » Hugo se pencha par-dessus son épaule. « Je ne vois rien de particulier. C'est parce que vous cherchez une logique informatique. » Mathilde sortit un crayon de sa poche et traça rapidement des cercles autour de certains caractères sur l'écran. Ce n'est pas juste un code, c'est un message. Petit à petit, une forme apparut dans le chaos numérique. Des lettres, des chiffres, qui ensemble formaient un motif reconnaissable. Pas pour un ordinateur, mais pour un œil humain, pour quelqu'un qui regardait au-delà des algorithmes. « C'est incroyable », souffla Antoine. « Il y a bien une structure cachée. »
Ce n'est pas juste une attaque, continua Mathilde, ses yeux brillants d'excitation. C'est un puzzle, un défi, comme si l'attaquant voulait être suivi. Pascal se rapprocha, fasciné malgré lui. « Tu veux dire que quelqu'un nous teste ou cherche à attirer votre attention ?» répondit Mathilde, ses doigts continuant de taper à une vitesse impressionnante. « Regardez, chaque système compromis révèle un fragment de code qui, assemblé avec les autres, forme une clé. » Elle ouvrit une nouvelle fenêtre et commença à reconstituer ces fragments, les assemblant comme les pièces d'un puzzle. À mesure que le code prenait forme, les ingénieurs autour d'elle échangeaient des regards stupéfaits. « Mathilde, » demanda doucement Hugo, « comment as-tu appris à faire ça ?» Elle haussa les épaules sans quitter l'écran des yeux. « C'est comme un langage. Certaines personnes entendent de la musique. Moi, je vois des motifs. » Pendant ce temps, dans les couloirs du 3e étage, Laurence Bernard terminait de nettoyer une salle de réunion quand elle remarqua l'agitation inhabituelle. Des cadres en costume couraient dans tous les sens, des téléphones sonnaient sans arrêt. Quelque chose n'allait pas. Soudain inquiète, elle se précipita vers l'ascenseur pour retourner au hall d'entrée où elle avait laissé sa fille. Mais les ascenseurs étaient bloqués. Elle prit les escaliers, descendant les marches 4 à 4, son cœur battant à tout rompre. Arrivée au hall, elle constata avec effroi que Mathilde n'était plus sur la banquette où elle l'avait laissée. Son sac à dos était également absent. « Mathilde !» appela-t-elle, sa voix trahissant sa panique grandissante. « Mathilde !» Un agent de sécurité s'approcha. « Madame, vous cherchez quelqu'un ?»« Ma fille. Elle était assise là. Elle a 11 ans, des lunettes rouges. » L'agent secoua la tête. « Je n'ai vu aucun enfant. Mais nous avons une situation d'urgence en ce moment. Vous devriez quitter le bâtiment. »« Pas sans ma fille !» Laurence sentit les larmes lui monter aux yeux. Où Mathilde avait-elle bien pu aller? Au même moment, dans le centre de contrôle du 4e étage, Mathilde était sur le point de réaliser une percée. Elle avait reconstitué près de la moitié du code mystérieux et commençait à comprendre sa fonction. « C'est une clé de déchiffrement, » annonça-t-elle. « Mais pas une clé ordinaire, elle est adaptative. Elle évolue à mesure que le système est compromis. » Pascal, qui n'avait pas quitté son côté depuis 20 minutes, observait avec fascination cet enfant qui semblait lire l'invisible. « Tu veux dire que l'attaquant nous a fourni le moyen de l'arrêter ?»« Pas exactement. » Mathilde fronça les sourcils, concentrée. « C'est plus comme un test, pour voir si nous sommes assez intelligents pour comprendre. » Soudain, elle s'immobilisa, ses doigts suspendus au-dessus du clavier. « Oh » murmura-t-elle. « Oh, je vois maintenant. »« Quoi? Qu'est-ce que tu vois ?» pressa Antoine. « Ce n'est pas une attaque malveillante, » répondit Mathilde, un sourire naissant sur ses lèvres. « C'est une démonstration, une carte de visite. Quelqu'un essaie de vous montrer une faille dans votre système, pas de le détruire. » Elle reprit sa frappe, plus déterminée que jamais. Le code prenait forme sous ses doigts, révélant une élégance que même les ingénieurs les plus expérimentés de la salle commençaient à apprécier. « Il y a un message caché, » continua Mathilde. « Un message pour vous, monsieur Lefort. » Pascal se pencha davantage. « Pour moi, quel message ?» Mathilde ne répondit pas immédiatement. Elle ouvrit une nouvelle fenêtre et commença à exécuter une séquence de commandes qui semblait suivre une logique interne complexe. Ce n'était pas une approche conventionnelle. Elle ne suivait aucun protocole standard. C'était comme si elle dansait avec le système, anticipant ses réactions, parlant son langage secret. Et puis enfin, quelque chose céda. Un terminal qui était resté obstinément noir s'illumina soudain. Une ligne de texte apparut, puis une autre, puis un flot de données commença à se déverser sur l'écran. « Les systèmes reviennent en ligne !» s'exclama un technicien à l'autre bout de la salle. Un à un, les écrans s'allumèrent à nouveau. Les serveurs reprirent vie. Le chaos numérique reflua progressivement, remplacé par l'ordre familier des interfaces de Cybernexus. Au centre de l'écran principal, un message s'afficha « Échec et mat, Pascal. Tu as trouvé ton égal, mais pas où tu le cherchais. » Puis, aussi rapidement qu'il était apparu, le message s'effaça, remplacé par le logo rassurant de Cybernexus. Un silence stupéfait régna dans la salle. Puis, lentement, des applaudissements éclatèrent, d'abord hésitants, puis de plus en plus nourris. Mathilde, confuse, regarda autour d'elle. « Tu l'as fait !» souffla Hugo, incrédule. « Tu as vraiment réussi. » Pascal Lefort fixait l'écran, son visage indéchiffrable. Il semblait à la fois soulagé et perturbé. Le message était clairement personnel. Quelqu'un cherchait à l'atteindre, lui spécifiquement. « Monsieur Lefort ?» Mathilde leva les yeux vers lui. « Qui vous en veut ?» Pascal la regarda comme s'il la voyait vraiment pour la première fois.
Cet enfant, cette fillette improbable, venait de sauver son entreprise d'un désastre sans précédent. Et dans le processus, elle avait démontré un talent qui défiait l'entendement. « Ce n'est pas important pour l'instant, » répondit-il enfin. « Ce qui compte, c'est que tu as fait quelque chose d'extraordinaire aujourd'hui, Mathilde. » Il s'apprêtait à continuer quand la porte du centre de contrôle s'ouvrit brusquement. Laurence Bernard fit irruption, le visage marqué par l'angoisse. « Mathilde !» s'écria-t-elle en apercevant sa fille assise devant un terminal informatique, entourée d'adultes en costume. « Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe ici ?» Mathilde se leva d'un bond, soudain rappelée à la réalité. « Maman, je suis désolée, Madame Bernard, l'interrompit Pascal en s'avançant, votre fille vient de sauver mon entreprise. » Laurence le dévisagea incrédule. « Pardon ?»« C'est la vérité, » confirma Antoine Mercier en s'approchant. « Sans elle, nous aurions perdu des centaines de millions d'euros aujourd'hui. » Laurence regarda sa fille, puis les ingénieurs qui hochaient la tête avec respect, puis à nouveau sa fille. « Je ne comprends pas. »« Moi non plus, madame, » admit Pascal avec un sourire inhabituel. « Mais je sais reconnaître un talent exceptionnel quand j'en vois un. » Il se tourna vers Mathilde, une étrange lueur dans le regard. « Et ta fille possède peut-être le talent le plus extraordinaire que j'ai jamais rencontré. » Chapitre 3. Reconnaissance. Le lendemain de l'attaque, Cybernexus bourdonnait d'une énergie nouvelle. L'histoire de la mystérieuse enfant qui avait sauvé l'entreprise s'était répandue comme une traînée de poudre. Dans les couloirs, les employés chuchotèrent sur son passage, la dévisageant avec un mélange de curiosité et d'admiration. Mathilde, peu habituée à cette attention soudaine, gardait les yeux rivés sur le sol, serrant nerveusement la main de sa mère. Pascal Lefort les avait convoqués dans son bureau pour 9 heures précises. Laurence avait passé la nuit à alterner entre fierté débordante et inquiétude viscérale. Que voulait le grand patron à sa fille? Allait-il l'accuser d'avoir violé la sécurité de l'entreprise? Ou pire, soupçonner Laurence elle-même d'espionnage industriel? « Maman, tu me fais mal à la main » murmura Mathilde alors qu'elles approchèrent du bureau directorial. Laurence desserra sa prise. « Pardon, ma chérie, je suis juste nerveuse. »« Il ne va pas te licencier » affirma Mathilde avec une certitude désarmante. Ce serait illogique après ce qui s'est passé. L'assistante de Pascal, Élodie Perrin, les accueillit avec un sourire chaleureux. « Madame et mademoiselle Bernard, monsieur Lefort vous attend. Puis-je vous proposer quelque chose à boire ?»« Non, merci, » répondit Laurence, lissant nerveusement sa jupe. Elle portait ses meilleurs vêtements, ceux qu'elle réservait habituellement pour les réunions parents-professeurs. « Un chocolat chaud pour moi, s'il vous plaît » demanda Mathilde, imperturbable. Élodie sourit davantage. « Bien sûr, tout de suite. » Le bureau de Pascal Lefort était à l'image de l'homme, imposant, méticuleux et délibérément intimidant. Une immense baie vitrée offrait une vue panoramique sur la technopole de Sophia Antipolis, avec la Méditerranée scintillant au loin. Les murs étaient ornés de tableaux abstraits et de diplômes encadrés. Sur une étagère trônaient des prix d'innovation et des distinctions professionnelles. Pascal se leva à leur entrée, contournant son bureau massif pour venir à leur rencontre. « Madame Bernard, Mathilde, merci d'être venue. » Il leur désigna un canapé en cuir près de la fenêtre. « Asseyez-vous, je vous en prie. » Laurence s'assit au bord du canapé, le dos raide. Mathilde, en revanche, s'installa confortablement, observant la pièce avec curiosité. « J'ai beaucoup réfléchi à ce qui s'est passé hier, » commença Pascal sans préambule. « C'était extraordinaire et troublant. »« Monsieur Lefort, » intervint Laurence, la voix légèrement tremblante, « je tiens à vous assurer que je n'ai jamais encouragé Mathilde à... » Pascal l'interrompit d'un geste apaisant. « Madame Bernard, vous n'avez rien à craindre. Au contraire, je vous ai convoqué pour vous faire une proposition. » La porte s'ouvrit et Élodie entra avec un plateau contenant 3 tasses. Elle déposa devant Mathilde un chocolat chaud surmonté de crème fouettée, puis servit du café à Pascal et Laurence avant de se retirer discrètement. « Mathilde, » reprit Pascal en se tournant vers la fillette, « as-tu une idée de ce qui fait ta particularité ?» L'enfant but une gorgée de chocolat, laissant une moustache de crème sur sa lèvre supérieure. « Je vois les choses différemment, c'est tout. C'est bien plus que cela. » Pascal se pencha vers elle. « J'ai fait analyser ton intervention d'hier par nos meilleurs experts. Ce que tu as fait était impossible. Tu as identifié en quelques minutes ce que des dizaines d'ingénieurs chevronnés n'ont pas vu en plusieurs heures. » Mathilde haussa les épaules. « C'était évident pour moi. »« Exactement. » Pascal se tourna vers Laurence. « Votre fille possède ce qu'on appelle dans notre jargon
une pensée latérale exceptionnelle. Elle ne voit pas seulement les données, elle voit les motifs, les connexions, la structure profonde des systèmes. Les médecins ont parlé de capacités neurodivergentes, intervint Laurence. Ils ont évoqué un spectre autistique avec hyperlexie quand elle a commencé à lire à 3 ans. Mais nous n'avons jamais eu les moyens de consulter des spécialistes. Ce n'est pas une maladie, Madame Bernard. Pascal sourit. C'est un don. Le genre de don qui, bien développé, pourrait transformer la vie de Mathilde et peut-être l'avenir de la cybersécurité. Il se leva et marcha vers la fenêtre. Voici ma proposition. Je souhaite créer un programme spécial pour Mathilde au sein de Cybernexus. Une formation sur mesure, avec les meilleurs mentors, un accès privilégié à nos ressources et bien sûr, une bourse d'études complète pour qu'elle puisse poursuivre sa scolarité dans les meilleures conditions. Laurence en resta bouche bée. Une bourse? Mais ce n'est pas de la charité, Madame Bernard, c'est un investissement. Pascal revint s'asseoir face à elle. Votre fille a un potentiel que je n'ai jamais vu auparavant. Elle a détecté une faille dans nos systèmes que personne d'autre n'avait identifiée. Imaginez ce qu'elle pourrait accomplir avec la formation adéquate. Mathilde, qui avait écouté attentivement, posa sa tasse. Et qu'est-ce que je devrais faire exactement? Pour commencer, venir ici après l'école 3 fois par semaine. Tu travaillerais avec Hugo Roussel et notre équipe de recherche et développement sur des projets adaptés à tes capacités. Hugo sera mon professeur? Le visage de Mathilde s'illumina. Ton mentor, corrigea Pascal. Il a été le premier à voir ton potentiel, et il sera ravi de t'aider à le développer. Laurence semblait dépassée par les événements. C'est très généreux, mais je ne sais pas si... Maman, intervint Mathilde, c'est ce que j'ai toujours voulu. Comprendre comment fonctionnent vraiment les ordinateurs, pas juste lire des livres à ce sujet. Pascal sourit, sentant la victoire proche. Et bien sûr, Madame Bernard, nous reverrions également votre situation professionnelle. Laurence se raidit. Que voulez-vous dire? Il serait absurde que la mère d'un tel prodige continue à nettoyer des bureaux. Je pense à un poste administratif, avec un salaire nettement supérieur et des horaires compatibles avec la nouvelle activité de Mathilde. Les yeux de Laurence s'emplirent de larmes. Depuis la disparition de son mari 5 ans plus tôt, elle s'était battue chaque jour pour offrir une vie décente à sa fille, enchaînant parfois 3 emplois différents. L'idée d'un poste stable avec un bon salaire semblait presque trop belle pour être vraie. « Pourquoi ?» demanda-t-elle finalement. « Pourquoi feriez-vous tout cela pour nous ?» Le visage de Pascal devint soudain plus grave. « Parce que l'attaque d'hier n'était pas un hasard, Madame Bernard. Quelqu'un a délibérément ciblé mon entreprise, quelqu'un d'extrêmement talentueux, et seule votre fille a été capable de comprendre et de contrer cette menace. » Il se pencha en avant, les coudes sur les genoux. « Je ne sais pas qui est derrière cette attaque, ni pourquoi, mais je sais une chose, ce n'est que le début, et j'ai besoin de Mathilde pour préparer mes défenses. » Mathilde, qui avait écouté attentivement, ajusta ses lunettes. Le message était pour vous personnellement. Ça disait « échec et mat ». Pascal, qui pourrait vous en vouloir ainsi? Un éclair de contrariété passa sur le visage du milliardaire. J'ai bâti une entreprise qui vaut des milliards. J'ai des concurrents, des jaloux, d'anciens collaborateurs mécontents. Non, insista Mathilde. C'était plus intime, comme quelqu'un qui vous connaît vraiment bien. Pascal se leva brusquement et retourna à la fenêtre, tournant le dos au Bernard. Un silence pesant s'installa dans la pièce. Vous avez raison, admit-il finalement sans se retourner. J'ai une théorie sur l'identité de l'attaquant, mais c'est compliqué. Laurence jeta un regard inquiet à sa fille. Dans quelle histoire s'apprêtait-elle à s'embarquer? Si vous voulez notre aide, dit-elle avec une assurance nouvelle, nous avons besoin de toute la vérité. Pascal se retourna lentement. Son visage habituellement impénétrable trahissait une émotion rare, de la vulnérabilité. Il y a 20 ans, commença-t-il, quand Cybernexus n'était encore qu'une start-up dans un garage, j'avais une associée, brillante, visionnaire. Nous étions proches. Votre petite amie? Demanda innocemment Mathilde. Ma fiancée, corrigea Pascal avec un sourire triste. Victoire Mercier. Nous avions fondé l'entreprise ensemble, créé les premiers algorithmes à 4 mains. Elle était exceptionnelle, comme toi d'une certaine façon. Que s'est-il passé? Pressa Laurence, intriguée malgré elle. Des désaccords sur la direction à prendre. Victoire voulait développer des technologies open source accessibles à tous. Je voyais plus grand, plus commercial. Les tensions se sont accumulées, et finalement, il fit une pause comme si les mots lui coûtaient.
Nous nous sommes séparés, professionnellement et personnellement. J'ai racheté ses parts. Elle est partie, sans laisser d'adresse. Et vous pensez que c'est elle qui a attaqué Cybernexus? Demanda Mathilde. Le style de l'attaque, la signature, certains éléments du code. Tout ça me rappelle sa façon de penser. Et ce message, Pascal secoua la tête. Nous jouions souvent aux échecs, autrefois. Elle gagnait presque toujours. Il se rassit, soudain plus déterminé. Si c'est bien victoire, alors l'enjeu est encore plus grand que je ne le pensais. Elle ne fait jamais rien sans raison. Cette attaque était un avertissement, peut-être même une invitation. Une invitation à quoi? Demanda Laurence. C'est ce que j'aimerais découvrir. Pascal se tourna vers Mathilde. Avec ton aide. La fillette réfléchit un moment, puis hocha la tête. D'accord, mais j'ai des conditions. Pascal haussa un sourcil, visiblement surpris par l'audace de l'enfant. Je t'écoute. Je veux un vrai laboratoire. Pas un coin de bureau ou une salle de jeu. Un endroit où je pourrais construire et tester mes idées. Accordé. Je veux continuer à aller à mon école. Mes amis sont là-bas. Bien sûr. Et je veux un nouveau vélo. Le mien est trop petit maintenant. Pascal éclata d'un rire sincère, le premier depuis le début de la crise. Considère que c'est fait. Laurence observait cet échange avec un mélange d'incrédulité et de fierté. Sa petite fille négociait avec l'un des hommes les plus puissants de France, comme si elle discutait des règles d'un jeu de cour de récréation. Une dernière chose, ajouta Mathilde. Je veux que vous promettiez de ne pas utiliser ce que je pourrais créer pour faire du mal à qui que ce soit. Le visage de Pascal redevint sérieux. Tu as ma parole, Mathilde. Cybernexus a toujours eu pour mission de protéger, pas d'attaquer. Satisfaite, Mathilde tendit sa petite main. Alors nous avons un accord, monsieur Lefort. Pascal la serra solennellement, impressionné par la maturité de cet enfant extraordinaire. Bien, dit-il en se redressant. Hugo va te faire visiter les locaux et t'expliquer comment fonctionne notre département R&D. Pendant ce temps, j'aimerais discuter de quelques détails administratifs avec ta mère. Comme s'il avait attendu son signal, Hugo Roussel frappa à la porte et entra. Il sourit chaleureusement à Mathilde. « Prête pour la grande visite ?» Mathilde sauta du canapé avec enthousiasme. « Absolument. » Avant de quitter la pièce, elle se tourna vers sa mère. « Ça va aller, maman ?» Laurence lui sourit avec tendresse. « Oui, ma chérie, tout va bien se passer. » Lorsque la porte se referma, Pascal reprit une expression plus grave. « Madame Bernard, il y a certaines choses que votre fille n'a pas besoin de savoir pour l'instant. » Laurence se raidit. « Que voulez-vous dire ? Cette attaque n'était pas un incident isolé. Depuis quelques mois, nous détectons des tentatives d'intrusion de plus en plus sophistiquées dans nos systèmes, comme des reconnaissances, des tests. Hier était la première offensive frontale. Et vous pensez vraiment que c'est votre ancienne fiancée ? Je n'en suis pas certain. Mais le message était personnalisé, et le niveau de connaissance de nos systèmes suggère quelqu'un qui comprend intimement leur fonctionnement. Pourquoi me dire cela ? Pascal la fixa intensément. Parce que votre fille est désormais impliquée, qu'on le veuille ou non, et parce que je veux que vous compreniez les enjeux. Si Victoire est derrière tout ça, ce n'est pas simplement une vengeance personnelle ou un jeu. Elle a toujours eu une vision radicale de la technologie. Radicale comment ? Elle croyait que le savoir devait être partagé librement, que la propriété intellectuelle était un concept obsolète. Ses idées étaient ignobles, mais dangereusement naïves dans un monde où l'information est une arme. Laurence croisa les bras, soudain méfiante. « Et qu'attendez-vous exactement de ma fille dans cette histoire ? Qu'elle nous aide à comprendre ce qui se passe. Mathilde a une façon de penser qui semble résonner avec celle de notre adversaire. Elle voit ce que mes équipes ne voient pas. Ma fille n'est pas un outil, monsieur Lefort, ni une arme. Je sais. » Pascal parut sincèrement contrit. « Mais elle est peut-être notre meilleure chance de résoudre cette situation pacifiquement. Si nous pouvons anticiper la prochaine attaque, peut-être pourrons-nous établir un dialogue. » Laurence hésita, partagée entre méfiance et pragmatisme. L'opportunité offerte à Mathilde était extraordinaire. Mais à quel prix ? « Je veux être informée de tout, » exigea-t-elle finalement. « Aucune décision concernant Mathilde ne sera prise sans mon accord. Et si à n'importe quel moment je sens que ma fille est en danger, physique, émotionnel ou autre, nous partirons, sans discussion. » Pascal hocha la tête, visiblement soulagé. « Vous avez ma parole. » Il lui tendit la main comme il l'avait fait avec Mathilde quelques minutes plus tôt. Laurence la serra après une brève hésitation. « J'espère sincèrement que nous pourrons nous faire confiance, Madame Bernard, pour le bien de tous. » Mais alors qu'elle quittait le bureau pour rejoindre sa fille, Laurence ne pouvait s'empêcher de se demander dans quelle aventure elle venait de s'engager.
Et si le grand Pascal Lefort ne leur disait pas toute la vérité? Chapitre 4. Première découverte. 3 semaines s'étaient écoulées depuis l'attaque contre Cybernexus. Pour Mathilde, ces 21 jours avaient été comme un rêve éveillé. Son laboratoire, comme elle aimait l'appeler, occupait désormais une partie entière du département recherche et développement. Un espace lumineux, avec de grandes fenêtres donnant sur les collines boisées de Sophia Antipolis, équipé des technologies les plus avancées et d'un accès privilégié à la base de données historiques de l'entreprise. Ce matin-là, Mathilde arriva plus tôt que d'habitude. L'école était fermée pour une journée pédagogique, et sa mère, qui occupait maintenant un poste de coordinatrice administrative, l'avait déposée avant sa propre réunion. « Je passerai te chercher pour déjeuner », avait promis Laurence en l'embrassant sur le front. « Essaye de ne pas faire exploser le bâtiment d'ici là. » Mathilde avait souri. Sa mère plaisantait, bien sûr, mais elle sentait toujours une légère inquiétude dans sa voix. Laurence s'était adaptée remarquablement bien à sa nouvelle situation. Un travail respecté, un salaire confortable, un appartement plus grand dans une résidence moderne de Valbonne, mais elle restait méfiante envers Pascal Lefort et ses intentions. Le badge spécial de Mathilde lui ouvrit toutes les portes jusqu'à son laboratoire. En chemin, elle croisa plusieurs employés qui la saluèrent par son prénom. Elle n'était plus invisible. Au contraire, elle était devenue une sorte de mascotte, le petit génie de Cybernexus, comme certains l'appelaient, avec un mélange d'affection et de respect. Hugo Roussel l'attendait déjà, 2 tasses fumantes à la main. « Chocolat chaud pour la fille la plus brillante de la Côte d'Azur », annonça-t-il en lui tendant une tasse. « Prête pour une journée complète de travail ?» Mathilde hocha la tête avec enthousiasme. À 28 ans, Hugo s'était imposé comme son mentor et son ami. Contrairement aux autres ingénieurs qui la traitaient parfois comme une curiosité, il lui parlait d'égal à égal, avec un respect sincère pour son intelligence hors norme. « J'ai continué à travailler sur les anciens algorithmes hier soir, » dit-elle en sortant son carnet de son sac à dos. « Je crois que j'ai trouvé quelque chose d'intéressant. »« Dans le code original de Cybernexus ?»« Oui. J'ai étudié les premières versions du pare-feu principal, celles développées quand l'entreprise a démarré. Il y a des fragments qui ne correspondent pas au style de programmation actuel. » Hugo s'assit à côté d'elle, intrigué. « Comment ça ? Le code actuel est très structuré, méthodique, comme Monsieur Lefort. » Elle ouvrit son carnet à une page couverte d'annotations. Mais dans les versions originales, il y a des sections plus créatives, presque artistiques, des solutions élégantes qui accomplissent plusieurs fonctions à la fois. « Et tu penses que c'est l'œuvre de Victoire Mercier ?» Mathilde acquiesça. « Ça correspond à ce que tu m'as raconté sur elle, et ces parties sont justement celles que l'attaquant a ciblées en premier. » Comme si quelqu'un connaissait les vulnérabilités cachées dans le code original. Hugo passa une main dans ses cheveux pensifs. « C'est perspicace. Tu as parlé de cette théorie à Pascal ?»« Pas encore. Je voulais d'abord en discuter avec toi. » Elle hésita. « Hugo, il y a autre chose. Dans ces anciens fragments de code, j'ai trouvé ce qui ressemble à une signature cachée. Une séquence qui, quand on la regarde d'une certaine façon, forme des initiales. VM. » Le jeune homme écarquilla les yeux. « Tu plaisantes ? Non. Regarde. » Elle tourna son écran vers lui, montrant une séquence de caractères apparemment aléatoires. Si on isole certains caractères à intervalles réguliers et qu'on les réarrange selon ce modèle, ses doigts volèrent sur le clavier, et soudain, les lettres V et M apparurent clairement dans la structure. « C'est incroyable, » souffla Hugo. « Une signature cachée dans le code fondamental de Cybernexus. Victoire a toujours été là, en quelque sorte. Ce qui me fait penser, si elle a laissé cette trace à l'époque, peut-être en a-t-elle laissé d'autres? Peut-être que l'attaque récente contenait aussi des signatures cachées ?» Hugo sourit avec fierté. « C'est exactement ce que nous allons découvrir aujourd'hui. J'ai récupéré tous les logs de l'attaque, même ceux que la sécurité a essayé d'effacer. Ils ont effacé des preuves ?» Mathilde fronça les sourcils. « Pourquoi? Politique d'entreprise, ou directive personnelle de Pascal, peut-être. » Hugo baissa la voix. Entre nous, je pense qu'il y a des choses qu'il préférerait garder privées concernant son histoire avec Victoire. Il se leva et se dirigea vers un terminal sécurisé dans le coin du laboratoire. « Viens, j'ai tout copié ici. Nous pouvons analyser tranquillement. » Pendant les heures qui suivirent, Mathilde et Hugo plongèrent dans les entrailles numériques de l'attaque. La fillette avait une façon de travailler qui fascinait son mentor. Elle ne suivait pas une méthodologie linéaire, ne procédait pas par élimination systématique, comme le faisaient les analystes traditionnels. Au lieu de cela, elle semblait danser avec les données, suivant des intuitions,
faisant des bonds conceptuels qui semblaient aléatoires, mais qui, invariablement, menaient à des découvertes significatives. « C'est comme si tu avais une carte que personne d'autre ne peut voir », commenta Hugo en la regardant naviguer à travers des couches complexes de code. « C'est un peu ça », confirma Mathilde sans lever les yeux de l'écran. « Je vois des connexions, des motifs. C'est difficile à expliquer. » Soudain, elle s'immobilisa, ses doigts suspendus au-dessus du clavier. « Oh !» murmura-t-elle. « Oh, c'est brillant. Tu as trouvé quelque chose ? Mieux que ça. » Un sourire illumina son visage. « Regarde ce fragment de code malveillant. Il est conçu pour ressembler à une attaque standard, mais en réalité, elle isola une section particulière et la réorganisa rapidement, révélant une structure cachée. C'est une clé pour accéder à quelque chose d'autre. »« À quoi ?» demanda Hugo, penché par-dessus son épaule. « Je ne sais pas encore, mais ce n'est pas conçu pour détruire ou voler. C'est un message, ou plutôt un moyen d'en livrer un. » Elle continua à travailler, manipulant le code avec une dextérité stupéfiante pour son âge. Hugo l'observait, à la fois admiratif et légèrement inquiet. L'obsession de Mathilde pour ce puzzle numérique rappelait ce que les anciens employés racontaient de Victoire Mercier. Cette même intensité, cette même capacité à voir au-delà des apparences. « Mathilde » intervint-il doucement. « Tu réalises que si nous découvrons quelque chose d'important, nous devrons en informer Pascal. » La fillette leva les yeux, surprise. « Bien sûr. Pourquoi ne le ferions-nous pas ?» Hugo hésita. « C'est juste que, parfois, dans les grandes entreprises, l'information est un pouvoir, et certaines personnes préfèrent la contrôler. »« Tu ne fais pas confiance à Monsieur Lefort ?» demanda Mathilde, intriguée par cette soudaine révélation. « Je pense qu'il a ses propres motivations, comme tout le monde. » Hugo s'assit face à elle. « Écoute, Pascal est un homme brillant et visionnaire. Il a bâti quelque chose d'extraordinaire avec Cybernexus, mais il a aussi des secrets. Et je ne suis pas certain qu'il nous ait tout dit concernant Victoire. » Mathilde réfléchit un moment. « Ma mère dit la même chose. Elle pense qu'il se sert de moi. Ta mère est une femme intelligente. » Hugo sourit. « Mais je ne crois pas qu'il se serve de toi. Je pense qu'il voit sincèrement ton potentiel. C'est juste qu'il a son propre agenda, » compléta Mathilde avec une maturité surprenante. « Je comprends. Les adultes sont compliqués. » Hugo éclata de rire. « Tu n'as pas idée. » Ils reprirent leur travail, mais l'atmosphère avait subtilement changé. Mathilde sentait qu'elle venait de franchir une étape. Hugo ne la traitait plus seulement comme une enfant surdouée, mais comme une véritable partenaire dans cette enquête numérique. Après une heure supplémentaire d'exploration, Mathilde poussa une exclamation triomphante. « J'ai trouvé. Le code contenait bien un message caché. Mais pas dans les données elles-mêmes, dans la structure même de l'attaque. » Elle appuya sur plusieurs touches et un nouveau programme s'ouvrit, convertissant les séquences d'attaque en une visualisation tridimensionnelle. Les vagues d'intrusion, représentées par des lignes colorées, formaient un motif complexe qui rappelait « un labyrinthe », souffla Hugo. L'attaque entière était structurée comme un labyrinthe numérique. Pas n'importe quel labyrinthe. Mathilde ajusta la visualisation, tournant le modèle 3D pour révéler sa forme complète. C'est le labyrinthe du jardin des Tuileries. Hugo la regarda avec stupéfaction. « Comment peux-tu le savoir ?» J'ai reconnu la forme. Papa m'y emmenait souvent quand j'étais petite, avant son accident. Elle pointa du doigt le centre du labyrinthe virtuel. Et regarde ce qui se trouve au milieu. Au cœur du modèle se trouvait une petite structure qui, une fois agrandie, révéla un modèle miniature du pavillon central des Tuileries. Et à l'intérieur de ce pavillon numérique clignotait un message « Retrouve-moi où tout a commencé ». 1306. Le 13 juin, murmura Hugo. C'est dans 10 jours. Où tout a commencé, répéta Mathilde pensive. Qu'est-ce que ça peut signifier? Je ne sais pas. Hugo semblait troublé. Mais ce message était clairement destiné à Pascal. Les Tuileries doivent avoir une signification particulière pour lui et Victoire. Nous devons lui montrer, décida Mathilde. Tout de suite. Mais avant qu'il ne puisse agir, la porte du laboratoire s'ouvrit brusquement. Pascal Lefort entra, accompagné d'Antoine Mercier et de 2 hommes en costume sombre que Mathilde n'avait jamais vus. « Hugo, Mathilde » lança Pascal d'une voix inhabituellement tendue. « J'allais justement vous chercher. » Hugo se leva d'un bond. « Monsieur Lefort, nous venons de faire une découverte importante concernant l'attaque. »« Je sais. » Le visage de Pascal était grave. « Nos systèmes ont détecté votre exploration des fichiers restreints,
Antoine m'a alerté immédiatement. Mathilde remarqua alors que le directeur de la sécurité les regardait avec une hostilité à peine voilée. « Ces données étaient classifiées, Roussel, » dit Antoine d'un ton sec. « Vous n'aviez pas l'autorisation d'y accéder, et encore moins d'y impliquer une enfant. »« Mais nous avons trouvé quelque chose, » protesta Mathilde. « Un message caché dans l'attaque. Regardez. » Elle pointa l'écran où le labyrinthe numérique tournait lentement, révélant le message codé en son centre. Pascal s'approcha, ses yeux s'étrécissant à la vue du modèle des Tuileries. Son visage perdit toute couleur. « Comment avez-vous trouvé ça ?» demanda-t-il d'une voix étrangement calme. « Mathilde a identifié une structure cachée dans le code malveillant, » expliqua Hugo. Elle a vu ce que personne d'autre n'avait remarqué, que l'attaque entière était conçue comme un moyen de délivrer ce message. Pascal se tourna vers les deux hommes en costume. « Laissez-nous, je vous prie. Antoine, toi aussi. » Le directeur de la sécurité semblait sur le point de protester, mais un regard de Pascal suffit à le faire changer d'avis. Les trois hommes sortirent, laissant Pascal seul avec Hugo et Mathilde. Dès que la porte se referma, Pascal s'assit lourdement sur une chaise, soudain plus âgé, plus vulnérable. « Les Tuileries, » murmura-t-il. « Bien sûr. »« Que signifie ce message ?» demanda Mathilde. « Où tout a commencé ?» Pascal la regarda longuement comme s'il évaluait jusqu'où il pouvait se confier. « C'est là que j'ai rencontré Victoire pour la première fois. Au jardin des Tuileries, près du pavillon central. J'étais étudiant à l'école polytechnique, elle était à l'ENS. Nous avons parlé pendant des heures ce jour-là, de technologie, de philosophie, d'avenir. » Il sourit faiblement au souvenir. « Une semaine plus tard, nous travaillions ensemble sur notre premier projet. 6 mois après, nous fondions Cybernexus dans un petit appartement du Marais. Les Tuileries ont toujours été notre lieu. Le 13 juin, intervint Hugo. Cette date a-t-elle une signification particulière ? Pascal hocha lentement la tête. C'est la date de notre première rencontre, il y a exactement 22 ans. Alors c'est bien Victoire qui est derrière l'attaque, conclut Hugo. Elle vous invite à un rendez-vous. Il semblerait. Pascal se leva et marcha vers la fenêtre, regardant l'horizon sans vraiment le voir. Après toutes ces années de silence, Mathilde l'observait attentivement. Quelque chose dans l'attitude de Pascal ne correspondait pas à l'image du PDG furieux d'avoir été attaqué. Il semblait presque soulagé. « Allez-vous y aller ?» demanda-t-elle simplement. Pascal se retourna, surpris par la question directe. « Je ne sais pas. Ce pourrait être un piège. Ou une chance de comprendre, » suggéra Hugo. « De savoir enfin pourquoi elle a ciblé Cybernexus maintenant, après tout ce temps. Peut-être. » Pascal semblait perdu dans ses pensées. Puis son expression changea, redevenant celle du businessman calculateur. « En tout cas, votre découverte est remarquable. Tous les deux. Mais j'aimerais que cette information reste strictement entre nous pour l'instant. Vous ne voulez pas que la sécurité soit au courant, » s'étonna Hugo. « Pas encore. J'ai besoin de réfléchir à la meilleure approche. » Pascal s'avança vers eux, soudain très sérieux. « Je peux compter sur votre discrétion. » Hugo hésita un instant puis hocha la tête. « Bien sûr, monsieur Lefort. »« Mathilde ?» Pascal se tourna vers la fillette. Elle le fixa de ses yeux clairs et perspicaces. « Ma mère dit toujours que les secrets finissent par faire du mal à tout le monde. » Un sourire triste effleura les lèvres de Pascal. « Ta mère est une femme sage. Mais certains secrets ont besoin de temps pour être révélés sans blesser personne. Me fais-tu confiance ?» Mathilde réfléchit. Elle avait appris à respecter Pascal Lefort pour son intelligence et sa vision. Mais elle avait aussi vu, en ces quelques semaines, les fissures dans sa façade parfaite, les moments de vulnérabilité, de doute, l'homme derrière le masque du PDG. « D'accord, » dit-elle finalement, « mais je pense que vous devriez aller au rendez-vous. Si Victoire voulait vraiment vous nuire, elle l'aurait déjà fait. Ce message est personnel, important. » Pascal la considéra avec un mélange d'amusement et d'admiration. « Tu as sans doute raison, Mathilde, comme souvent. » Il se dirigea vers la porte, puis s'arrêta. « Continuez votre excellent travail. Mais soyez prudent avec ces données. Il y a peut-être d'autres secrets cachés dans ce code, des secrets que certaines personnes préféreraient garder enfouis. » Après son départ, Hugo et Mathilde échangèrent un long regard. « Il nous cache encore quelque chose, » murmura la fillette. « Sans aucun doute, » confirma Hugo. « La question est « quoi ?» et « pourquoi ?» ajouta Mathilde en retournant à son écran. Pourquoi est-ce si important pour lui de garder son passé avec Victoire secret? Ce n'est pas juste une histoire de rupture difficile, il y a autre chose. Tu veux continuer à chercher? Les yeux de Mathilde brillèrent d'excitation. Absolument.
Si Victoire a caché un message dans l'attaque, elle en a peut-être caché d'autres. Et je veux les trouver avant que quelqu'un d'autre ne le fasse. Hugo sourit, reconnaissant dans cette détermination la même passion qu'il avait lui-même poussé vers la cybersécurité. Alors au travail, partenaire. Et tandis qu'il replongeait dans les mystères numériques laissés par Victoire Mercier, ni l'un ni l'autre ne remarqua la petite caméra de sécurité dans le coin du laboratoire, dont la lumière venait subtilement de passer du vert au rouge, signe qu'elle n'enregistrait plus seulement, mais qu'elle diffusait en direct. Chapitre 5. Secret dévoilé. La résidence. Les oliviers, nichés sur les hauteurs de Valbonne, offraient une vue imprenable sur la vallée. L'appartement que Cybernexus avait mis à disposition de Laurence et Mathilde Bernard se trouvait au 3e étage d'un immeuble moderne aux lignes épurées. Ce soir-là, mère et fille dînaient sur leur petit balcon, profitant de la douceur du printemps méditerranéen. « Alors, cette journée au labo ?» demanda Laurence, en servant une portion de ratatouille à sa fille. Mathilde hésita, fourchette en l'air. Le secret demandé par Pascal pesait sur ses épaules. Elle n'avait jamais rien caché à sa mère. « On a fait des découvertes intéressantes, » répondit-elle vaguement, « sur le code ancien de l'entreprise. » Laurence l'observa attentivement. En 3 semaines, elle avait appris à reconnaître les signes qui trahissaient sa fille, cette façon particulière qu'avait Mathilde de toucher ses lunettes quand elle était mal à l'aise. « Des découvertes que tu n'as pas le droit de partager avec moi, c'est ça ?» Mathilde baissa les yeux sur son assiette. « Monsieur Lefort a demandé de la discrétion. »« Je vois. » Laurence posa sa fourchette, son visage s'assombrissant. « Mathilde, nous avions un accord. Pas de secret entre nous, surtout quand il s'agit de ton travail là-bas. Je sais, maman, mais c'est compliqué. Nous avons trouvé quelque chose d'important, quelque chose de personnel pour Monsieur Lefort. »« Personnel ?» Laurence fronça les sourcils. « Tu n'es pas censé être impliqué dans la vie personnelle de ton patron. Tu as 11 ans, bon sang. » Mathilde tritura sa nourriture. « C'est en rapport avec Victoire Mercier. La dame dont il nous a parlé, tu te souviens? Son ex-fiancé. » L'expression de Laurence s'adoucit légèrement. « Oui, je me souviens. Qu'avez-vous découvert exactement? » Un message caché dans l'attaque informatique. Une invitation à un rendez-vous aux Tuileries, à Paris, à l'endroit où ils se sont rencontrés pour la première fois. Et Pascal ne veut pas que cette information se sache. Mathilde hocha la tête. Il a demandé que ça reste entre lui, Hugo et moi, pour l'instant. Laurence soupira profondément. Chérie, je comprends que tu te sentes importante et valorisée dans cette entreprise, et tu mérites cette reconnaissance. Mais je m'inquiète quand un homme de 50 ans demande à ma fille de garder des secrets, même professionnels. Tu ne lui fais toujours pas confiance? Disons que je reste prudente. Laurence but une gorgée d'eau. Pascal Lefort est un homme puissant qui a bâti un empire. Les gens comme lui ont tendance à protéger leurs intérêts avant tout. Hugo dit la même chose, admit Mathilde. Qu'il a probablement ses propres motivations. Hugo est intelligent. Laurence sourit. Tu l'aimes bien, n'est-ce pas? Il est gentil, il m'explique les choses sans me traiter comme un bébé. Mathilde hésita, puis ajouta « Il dit que je lui rappelle Victoire parfois, dans ma façon de penser. » Une ombre passa sur le visage de Laurence. Il l'a connue? Non, mais il a entendu des histoires. Tout le monde à Cybernexus parle d'elle comme d'une légende, la brillante cofondatrice qui a disparu. Et maintenant, elle réapparaît soudainement. Laurence secouait lentement la tête, après avoir attaqué l'entreprise. Ça ne te semble pas étrange? Si, mais... Mathilde s'interrompit, cherchant ses mots. Je ne pense pas qu'elle voulait vraiment faire du mal. L'attaque était comme un message élaboré, comme si elle voulait être sûre que seul Monsieur Lefort comprendrait, ou comme si elle voulait montrer qu'elle le pouvait, suggéra Laurence. Une démonstration de force. Mathilde n'avait pas considéré cette possibilité. Tu penses qu'elle menace Cybernexus? Je ne sais pas, ma chérie. Mais dans le monde des affaires, surtout à ce niveau, les enjeux sont énormes. Des milliards d'euros, des technologies stratégiques. Laurence hésita. Ce que je sais, c'est que je ne veux pas que ma fille se retrouve au milieu d'une guerre entre 2 titans de la tech. Je ne suis pas en danger, maman. Je travaille juste sur du code. Pour l'instant. Laurence lui prit la main. Promets-moi d'être prudente et de me dire immédiatement si quelque chose te semble suspect ou dangereux. Promis. Mathilde serra la main de sa mère. De toute façon, Hugo veille sur moi. J'espère qu'il veille aussi sur lui-même, murmura Laurence. Ces jeux de pouvoir peuvent être impitoyables. Leur conversation fut interrompue par la sonnerie du téléphone de Laurence. Elle fronça les sourcils en voyant le numéro. C'est bizarre, c'est le standard de Cybernexus. Elle décrocha. Allô? Oui, c'est moi. Quoi? Mais...
Oui, bien sûr, nous arrivons tout de suite. Elle raccrocha, le visage soudain pâle. Que se passe-t-il? Demanda Mathilde, inquiète. C'était la sécurité de l'entreprise. Il y a eu une autre intrusion dans les systèmes. Ils veulent que tu viennes immédiatement. Maintenant? Mais il est presque 20 heures. Apparemment, c'est urgent. Pascal a demandé spécifiquement ta présence. Laurence se leva, déjà en mouvement. Prends ta veste, je vais chercher les clés de la voiture. 20 minutes plus tard, elle franchissait les portes de Cybernexus. L'atmosphère dans le bâtiment était électrique. Des équipes de sécurité patrouillaient dans les couloirs. Des techniciens couraient d'un bureau à l'autre. Contrairement à la première attaque, il n'y avait pas de panique visible. Plutôt une tension contrôlée, comme si l'entreprise était en état d'alerte maximale. Antoine Mercier les attendait dans le hall, son visage fermé trahissant à peine un signe de reconnaissance. « Suivez-moi », dit-il simplement. « Monsieur Lefort vous attend dans la salle de crise. » Il les conduisit au 6e étage, dans une zone de l'entreprise où Mathilde n'avait jamais été autorisée à pénétrer. La salle de crise était une vaste pièce sans fenêtre, dont les murs étaient recouverts d'écrans de contrôle. Une longue table de conférence occupait le centre, autour de laquelle étaient rassemblés Pascal, Hugo et plusieurs cadres supérieurs que Mathilde ne connaissait que de vue. « Ah, Mathilde, Laurence !» Pascal se leva à leur arrivée. Il semblait fatigué, mais alerte. « Merci d'être venu si rapidement. »« Que se passe-t-il » demanda Laurence, gardant sa fille près d'elle. « Une nouvelle intrusion plus sophistiquée que la première. » Pascal fit signe à Mathilde de s'approcher. « Mais cette fois, nous étions préparés. Nous avons pu isoler le vecteur d'attaque et capturer une partie du code malveillant avant qu'il ne s'auto-détruise. » Il désigna un écran sur lequel s'affichaient des lignes de code. Le problème, c'est que ce code est inhabituel. Nos analystes n'arrivent pas à déterminer sa fonction. Mathilde s'approcha, étudiant les séquences avec attention. Hugo vint se placer à côté d'elle. « Tu vois quelque chose » murmura-t-il. Elle hocha lentement la tête. « C'est différent de la dernière fois, moins agressif, plus comme une sonde. »« Une sonde » répéta Pascal. « Tu veux dire que quelqu'un cherchait quelque chose de spécifique ?»« Oui, regardez la structure. » Elle pointa plusieurs sections du code. Ces routines ne sont pas conçues pour compromettre ou détruire. Elles cherchent, filtrent, identifient. Comme si l'attaquant voulait localiser quelque chose de précis dans vos systèmes. « Quoi donc » demanda Antoine, sceptique. Mathilde étudia le code plus attentivement. « Je ne suis pas sûr, mais ça semble cibler vos archives historiques. Les données datant des premières années de Cybernexus. » Pascal et Antoine échangèrent un regard lourd de sens. « Nos archives sont hautement sécurisées, » intervint Antoine. « Elles ne sont pas connectées au réseau principal. Comment quelqu'un pourrait-il même savoir qu'elles existent ? Quelqu'un qui connaît l'entreprise de l'intérieur, » suggéra Hugo. « Quelqu'un qui était là au début. » Un silence pesant s'abattit sur la salle. Tous les regards convergèrent vers Pascal, qui semblait plongé dans ses pensées. « Monsieur Lefort » Mathilde rompit le silence. « Je pense que je pourrais tracer l'origine de cette attaque si j'avais accès au log complet. » Pascal sembla émerger de sa réflexion. « Oui, bien sûr. Antoine, donne-lui tout ce dont elle a besoin. » Le directeur de la sécurité hésita visiblement. « Monsieur, avec tout le respect que je vous dois, permettre à une enfant d'accéder à nos systèmes de sécurité les plus sensibles est contraire à tous nos protocoles. Cette enfant a déjà prouvé qu'elle comprend nos systèmes mieux que la plupart de nos experts, » répliqua sèchement Pascal. « Exécute mes ordres, s'il te plaît. » Antoine s'inclina raidement et fit signe à un technicien de préparer un poste de travail pour Mathilde. Laurence, qui avait observé l'échange avec inquiétude, s'approcha de Pascal. « Je comprends l'urgence de la situation, mais j'aimerais savoir exactement ce que vous attendez de ma fille. Simplement qu'elle nous aide à comprendre ce qui se passe, » répondit Pascal. « Mathilde a une façon unique d'interpréter ces attaques. Elle voit des motifs que nos analystes conventionnels manquent. Et si elle trouve quelque chose, si elle localise la source ?» Pascal hésita. « Alors nous pourrons peut-être établir un contact, comprendre les motivations de l'attaquant. »« Vous voulez dire les motivations de Victoire Mercier » précisa Laurence, « votre ancienne partenaire. » Un murmure parcourut la salle. Visiblement, tous les cadres présents n'étaient pas au courant de cette théorie. « C'est une possibilité que nous envisageons » admit Pascal, visiblement contrarié par cette mention publique. Pendant ce temps, Mathilde s'était installée devant un terminal et travaillait déjà sur les logs d'attaque. Hugo l'assistait, lui fournissant les accès nécessaires et répondant à ses questions techniques. « Il y a quelque chose d'étrange ici, »
murmura-t-elle après plusieurs minutes d'analyse. Cette attaque, elle semble provenir de l'intérieur du réseau Cybernexus. Hugo fronça les sourcils. Comment est-ce possible? Je ne sais pas, mais les signatures temporelles indiquent que l'intrusion a commencé sur un terminal interne avant de se propager vers l'extérieur, puis de revenir sous forme d'attaque apparente. Tu veux dire que quelqu'un dans l'entreprise aurait délibérément... Chut, l'interrompit Mathilde, soudain très concentrée. Il y a autre chose. Un message caché, comme la dernière fois. Mais celui-ci est différent. Ses doigts volaient sur le clavier tandis qu'elle isolait et décodait des fragments de données apparemment aléatoires. Petit à petit, une structure émergeait, non pas un labyrinthe cette fois, mais une série de coordonnées et de dates. Ce sont des rendez-vous, réalisa-t-elle. Pas un seul aux Tuileries, mais plusieurs à différents endroits. Quels endroits? Demanda Hugo, penché par-dessus son épaule. Le premier est bien aux Tuileries, comme nous l'avions découvert. Mais il y en a d'autres, le Musée des Arts et Métiers, la Bibliothèque nationale, la Cité des Sciences, des lieux liés à la connaissance et à la technologie, observa Hugo. Ça ressemble à une sorte de parcours. Ou de chasse au trésor, suggéra Mathilde, les yeux brillants d'excitation. Mais qu'est-ce que Victoire veut que Monsieur Lefort trouve? Hugo était sur le point de répondre quand Antoine Mercier s'approcha brusquement, attirant l'attention de Pascal et des autres cadres. « Qu'avez-vous découvert » demanda-t-il d'un ton autoritaire. Mathilde hésita, jetant un regard vers Pascal qui s'était également rapproché. « Une série de coordonnées » répondit-elle prudemment. « Des lieux et des dates, cachés dans le code de l'attaque. » Pascal se pencha pour examiner l'écran. Son visage passa par plusieurs émotions, surprise, reconnaissance et finalement une sorte de résignation. « Le projet Athéna » murmura-t-il si bas que seuls Mathilde et Hugo l'entendirent. « Pardon » demanda Mathilde. Pascal se redressa, son expression redevenant impénétrable. « Rien d'important. Antoine isole ces données et prépare une équipe de sécurité pour chacune de ces coordonnées. Je veux savoir ce qui nous attend à ces endroits. Vous comptez suivre ces indications » s'étonna Antoine. « Ça pourrait être un piège élaboré. Ou la clé pour mettre fin à ces attaques une fois pour toutes, » répliqua Pascal. « Dans tous les cas, nous devons savoir. » Il se tourna vers Mathilde. « Excellente analyse, encore une fois. Tu as un véritable don. » Elle le fixa avec intensité. « Qu'est-ce que le projet Athéna, Monsieur Lefort ?» Un silence de plomb tomba sur la salle. Pascal sembla momentanément déstabilisé, puis se reprit rapidement. « Un ancien projet de recherche, » répondit-il vaguement. « Rien d'actuel. » Mais Mathilde avait vu sa réaction initiale. Elle savait reconnaître un mensonge, ou du moins une demi-vérité. « Ce projet a-t-il un rapport avec Victoire Mercier ?» insista-t-elle. « Mathilde !» intervint Laurence, sentant la tension monter. « Ce n'est peut-être pas le moment. »« Au contraire !» répliqua sa fille, avec une assurance surprenante. « Si nous devons combattre ces attaques, nous avons besoin de toutes les informations. Qu'est-ce que le projet Athéna? Et pourquoi Victoire s'y intéresserait-elle après tout ce temps ?» Pascal observa longuement la fillette, comme s'il évaluait quelque chose en elle. Puis, il soupira profondément. « Très bien, tu as raison. Certains secrets ont assez duré. » Il se tourna vers les cadres présents. « Messieurs, cette réunion est terminée. Veuillez nous laisser. » Quand il ne resta plus que Pascal, Antoine, Hugo, Mathilde et Laurence, le PDG de Cybernexus s'assit lourdement dans un fauteuil. « Le projet Athéna était le projet fondateur de Cybernexus, commença-t-il. L'algorithme original sur lequel toute notre technologie est basée. Victoire et moi l'avons développé ensemble pendant les 2 premières années de l'entreprise. » Il fit une pause, cherchant visiblement ses mots. Ce n'était pas qu'un simple système de cybersécurité, c'était révolutionnaire. Une approche entièrement nouvelle de la protection des données, inspirée des systèmes immunitaires biologiques. Une intelligence artificielle adaptative, comprit Mathilde, qui apprend et évolue face aux menaces. Pascal hocha la tête, impressionné par sa perspicacité. Exactement. Mais à l'époque, c'était presque de la science-fiction. Nous manquions de puissance de calcul, d'infrastructure. Et surtout, nous n'étions pas d'accord sur son utilisation. « Que voulez-vous dire ?» demanda Hugo. Victoire voulait que le projet reste open source, accessible à tous. Elle croyait en une sécurité numérique démocratisée, où chacun pourrait protéger ses données grâce à notre algorithme. Son visage s'assombrit. J'avais une vision plus commerciale. Je voyais le potentiel économique et stratégique d'une telle technologie. Vous vous êtes disputés, devina Mathilde. Plus que ça, nous nous sommes déchirés. Pascal passa une main fatiguée sur son visage.
Finalement, j'ai racheté ses parts et pris le contrôle total de l'entreprise. Victoire est partie, mais... Mais quoi? Pressa Laurence. Mais pas avant d'avoir dissimulé les éléments clés du code original dans différents endroits, comme une police d'assurance, pour s'assurer que je ne pourrais jamais exploiter pleinement le projet Athéna sans elle. Antoine, qui était resté silencieux jusque-là, intervint avec amertume. En clair, elle a volé la propriété intellectuelle de l'entreprise et l'a cachée. Ce n'est pas si simple, objecta Pascal. Nous avions conçu Athéna ensemble. Légalement, j'avais tous les droits après le rachat de ses parts, mais moralement, c'était notre création commune. Et maintenant, elle vous guide vers ces fragments cachés, conclut Mathilde. Ces coordonnées sont les endroits où elle a dissimulé des parties du code original. C'est ma théorie, oui. Pascal la regarda avec une expression indéchiffrable. La question est, pourquoi maintenant? Après 20 ans de silence, pourquoi Victoire ressurgit-elle avec ces indices? Peut-être parce que vous êtes enfin prêt, suggéra Mathilde, avec une simplicité désarmante. La technologie a rattrapé votre vision. Ce qui était impossible il y a 20 ans ne l'est plus aujourd'hui. Pascal la fixa, stupéfait par cette intuition. Tu as une sagesse étonnante pour ton âge, Mathilde. Je lis beaucoup, répondit-elle simplement. Et j'observe. Les adultes oublient souvent que le temps change les circonstances. Ce qui semblait impossible hier devient possible aujourd'hui. Un silence pensif s'installa, rompu finalement par Hugo. Alors, quel est le plan? Vous allez suivre ses coordonnées, rencontrer Victoire aux Tuileries? Pascal se leva, retrouvant son énergie et son autorité. Oui, je dois savoir ce qu'elle veut, et récupérer ce code si possible. Je viens avec vous, déclara Mathilde. Absolument pas, intervint Laurence. C'est hors de question. Mais maman, ta mère a raison, confirma Pascal. C'est potentiellement dangereux et certainement pas la place d'une enfant. Avec tout le respect que je vous dois, répliqua Mathilde avec fermeté, je suis la seule à avoir déchiffré les deux messages. Si Victoire a caché d'autres indices, vous aurez besoin de moi pour les comprendre. Elle marque un point, admit Hugo, et je serai là pour veiller sur elle. Laurence secouait vigoureusement la tête. C'est de la folie. Ma fille n'est pas un outil que vous pouvez utiliser à votre guise dans votre guerre personnelle avec votre ex-fiancé. Ce n'est pas une guerre, protesta Pascal. C'est une réconciliation peut-être, une chance de réparer le passé. Aux dépens de l'avenir de ma fille? Non. Laurence se leva, prenant la main de Mathilde. Nous rentrons, maintenant. Mathilde résista. Maman, s'il te plaît, c'est important, je le sens. Pour qui? Pour toi ou pour Monsieur Lefort? Pour tout le monde. Mathilde fixa sa mère avec intensité. Tu m'as toujours dit que mon don devait servir à quelque chose de bien. C'est ma chance. Laurence hésita, déchirée entre sa méfiance envers Pascal et son désir de soutenir les aspirations de sa fille. Je viendrai aussi, déclara-t-elle finalement. Partout où ira Mathilde, j'irai, et je veux être informée de chaque détail de ce plan. Pascal hocha la tête, soulagé. Bien sûr, nous partirons pour Paris après-demain. D'ici là, nous préparerons tout pour garantir votre sécurité à toutes les deux. Alors que la réunion se terminait et que chacun se préparait à partir, Mathilde remarqua qu'Antoine Mercier s'attardait dans la salle, pianotant furieusement sur son téléphone. Quelque chose dans son attitude la troublait. Une tension, une urgence qui semblait déplacée. Suivant son instinct, elle s'approcha discrètement de lui pendant que les autres rassemblaient leurs affaires. « Monsieur Mercier, » dit-elle innocemment, « vous semblez inquiet. » Il sursauta légèrement, rangeant précipitamment son téléphone. « Pas du tout. Je fais simplement mon travail. Assurer la sécurité de cette entreprise. »« Même contre la volonté de Monsieur Lefort ?» demanda-t-elle doucement. Antoine la dévisagea avec surprise, puis son expression se durcit. « Tu es perspicace, petite. Trop, peut-être. Mais n'oublie pas que dans le monde des adultes, les loyautés sont complexes. » Il s'éloigna sans ajouter un mot, laissant Mathilde troublée et pensive. Pour la première fois depuis le début de cette aventure, elle ressentit un frisson d'appréhension. L'équation se compliquait. Ce n'était plus seulement Pascal contre Victoire, ou le passé contre le présent. D'autres forces étaient en jeu, tapies dans l'ombre. Et alors qu'elle rejoignait sa mère, Mathilde se demanda dans quel jeu complexe elle venait réellement de s'engager. Chapitre 6. Rendez-vous aux Tuileries. Paris, 13 juin. Le jardin des Tuileries s'éveillait sous un soleil radieux. Les premiers touristes déambulaient déjà le long des allées parfaitement entretenues, admirant les sculptures classiques et les massifs de fleurs. Près du grand bassin central, un homme observait l'eau miroitante, son reflet troublé par le léger clapotis.
Pascal Lefort consultait sa montre pour la 3e fois en 5 minutes. Il était arrivé une demi-heure en avance, incapable de contenir son anxiété. Après 20 ans sans la voir, il allait peut-être enfin retrouver Victoire. Son cœur battait comme celui d'un adolescent à son premier rendez-vous. « Vous êtes nerveux », constata Mathilde, assise sur un banc à quelques mètres de lui. Pascal sourit faiblement. « Est-ce si évident? Vous vérifiez l'heure toutes les 2 minutes et vous avez réajusté votre cravate 7 fois depuis notre arrivée. » Laurence, assise à côté de sa fille, étouffa un petit rire. « Mathilde, on n'est pas censé faire remarquer ce genre de choses aux adultes. »« Pourquoi? C'est la vérité. » Pascal s'approcha et s'assit près d'elle. « Ta franchise est rafraîchissante, Mathilde. »« Eh oui, je suis nerveux. Je n'ai aucune idée de ce qui va se passer aujourd'hui. »« Elle viendra, » affirma Mathilde avec assurance. Elle n'aurait pas orchestré tout cela pour ne pas se montrer. « J'espère que tu as raison. » Hugo Roussel, qui montait la garde à distance respectueuse, s'approcha discrètement. « Tout est calme. L'équipe de sécurité est en place, mais invisible comme vous l'avez demandé. » Pascal hocha la tête, reconnaissant. Malgré les protestations d'Antoine Mercier, il avait insisté pour que cette rencontre reste aussi privée que possible. Pas de dispositif ostentatoire, pas d'agents en costume noir avec oreillettes voyantes. Juste quelques professionnels discrets, positionnés stratégiquement autour du jardin. « Il est 10 heures, » annonça Laurence. L'heure du rendez-vous. Tous les regards se tournèrent vers l'entrée principale du jardin. Les minutes passèrent, tendues, silencieuses. 10h05, 10h10. L'expression de Pascal passait progressivement de l'anticipation à la déception. « Peut-être qu'elle a changé d'avis, » suggéra-t-il finalement. « Ou peut-être qu'elle nous observe, » répliqua Mathilde, scrutant les environs, « pour s'assurer que vous avez respecté ces conditions. » « Quelles conditions? » Le message ne spécifiait rien d'autre que le lieu et l'heure. Justement, simple, direct. Peut-être que la condition implicite était que vous veniez seul. Pascal jeta un regard vers Hugo et l'équipe de sécurité invisible. Je ne pouvais pas prendre ce risque. « Je comprends, » dit Mathilde. « Mais elle, le comprend-elle » Comme pour répondre à sa question, le téléphone de Pascal vibra. Un message d'un numéro inconnu s'afficha. « Pavillon de l'Orangerie. » « Seul ?» Pascal montra l'écran aux autres, son expression partagée entre soulagement et inquiétude. « Vous ne pouvez pas y aller sans protection, » protesta Hugo. « C'est contraire à tous les protocoles de sécurité. »« Je suis d'accord, » renchérit Laurence. « C'est potentiellement dangereux. »« Ce n'est pas Victoire qui est dangereuse, » répliqua Pascal. « C'est ce qu'elle représente, la connaissance qu'elle détient. Raison de plus pour ne pas y aller seul, » insista Hugo. Pascal se leva, déterminé. « Je dois le faire. C'est personnel, c'est entre elle et moi. Ça l'a toujours été. »« Alors, nous vous attendrons ici, » concéda Laurence à contre-cœur. « Non, » intervint Mathilde. « Le pavillon de l'Orangerie est à l'extrémité ouest du jardin. Si quelque chose se passe mal, vous serez trop loin pour intervenir rapidement. »« Que suggères-tu » demanda Pascal. « Suivons-le à distance, » proposa-t-elle à Hugo et sa mère. « Suffisamment loin pour respecter sa vie privée, mais assez près pour intervenir si nécessaire. » Pascal considéra la suggestion. « D'accord, mais restez vraiment en retrait. Victoire est perspicace. Elle saura si quelqu'un nous observe de trop près. » Hugo acquiesça et transmit discrètement les nouvelles instructions à l'équipe de sécurité via son téléphone. Pascal prit une profonde inspiration, lissa sa veste et se dirigea vers l'ouest du jardin. Mathilde, Laurence et Hugo attendirent à quelques minutes avant de le suivre à distance prudente. Le pavillon de l'Orangerie, petit bâtiment néoclassique niché parmi les arbres, semblait paisible en cette matinée ensoleillée. Quelques touristes prenèrent des photos, mais l'intérieur paraissait désert. Pascal s'arrêta un instant sur le seuil, puis entra. À l'intérieur, la fraîcheur contrastait agréablement avec la chaleur extérieure. La lumière filtrait à travers de hautes fenêtres, créant des motifs dansants sur le sol de marbre. Et là, au centre de la pièce principale, dos à lui, se tenait une silhouette féminine. « Victoire !» murmura Pascal, sa voix à peine audible. Elle se retourna lentement. 20 ans avaient passé, mais il l'aurait reconnue entre 1000. Ses cheveux, autrefois bruns, étaient désormais parsemés de gris, coupés courts dans un style élégant. Des rides fines marquèrent le contour de ses yeux. Mais ceux-ci, d'un vert intense, n'avaient rien perdu de leur vivacité, ni de leur intelligence. « Pascal, » répondit-elle simplement, « tu es venu. Tu en doutais ? J'espérais plutôt. » Un léger sourire adoucit son visage. « Tu as amené du renfort, je vois. » Pascal parut surpris. « Comment ?
Je te connais, tu n'as jamais aimé l'imprévu, les variables non contrôlées. Elle fit un geste vague vers l'extérieur. Combien d'agents de sécurité? 5, 6, 4, admit-il. Plus Hugo Roussel, un de mes analystes les plus brillants, et... Il hésita. Et la petite prodige qui a déchiffré mon message. Victoire sourit davantage. Mathilde Bernard, 11 ans, capacité cognitive exceptionnelle, particulièrement en matière de reconnaissance de motifs et d'intuition systémique. Pascal ne put cacher sa stupéfaction. Tu la connais? Je me suis renseigné. Internet est une mine d'informations pour qui sait chercher. Cet enfant est remarquable. Un peu comme nous l'étions au même âge. Tu nous observes depuis longtemps. Disons que je n'ai jamais complètement détourné mon regard de Cybernexus, ni de toi. Son expression devint plus sérieuse. Tu as bâti quelque chose d'impressionnant, Pascal. Différent de notre vision originelle, mais impressionnant néanmoins. Il s'avança d'un pas, réduisant la distance entre eux. Pourquoi maintenant, Victoire? Pourquoi revenir après tout ce temps? Parce que le moment est venu. Elle le fixa intensément. Tu te souviens du projet Athéna, notre rêve d'un système de sécurité auto-évolutif capable d'apprendre et de s'adapter sans intervention humaine. Bien sûr, c'était le cœur de Cybernexus à l'origine. À l'époque, c'était trop ambitieux. La technologie n'était pas prête, et nos désaccords sur son utilisation ont fait le reste. Elle marqua une pause. Mais le monde a changé, Pascal. L'intelligence artificielle, le machine learning, la puissance de calcul disponible. Ce qui était une utopie il y a 20 ans est désormais à portée de main. Tu veux relancer Athéna? Pascal secoua la tête, incrédule. Après avoir saboté le projet en partant, après avoir disséminé le code original aux 4 coins de Paris, je ne l'ai pas saboté, je l'ai protégé. La voix de Victoire se durcit légèrement. Tu voulais en faire un produit commercial, un outil propriétaire réservé à ceux qui pouvaient se l'offrir. Je voulais qu'il reste accessible à tous. Naïveté idéaliste, répliqua Pascal. Le monde ne fonctionne pas comme ça. Peut-être pas ton monde, elle soupira. Mais ce n'est pas pour raviver de vieilles querelles que je t'ai contacté. C'est parce que j'ai découvert quelque chose qui change tout. À l'extérieur du pavillon, Mathilde, Laurence et Hugo s'étaient positionnés stratégiquement. La fillette avait insisté pour s'approcher suffisamment d'une fenêtre entr'ouverte afin de pouvoir entendre la conversation. « Ce n'est pas très éthique d'espionner », avait protesté sa mère. « Ce n'est pas de l'espionnage », avait répliqué Mathilde. « C'est de la collecte d'informations. » Hugo avait étouffé un rire. « Tu ferais une excellente analyste de renseignement un jour. » Maintenant, pressée contre le mur extérieur, Mathilde écoutait attentivement l'échange entre Pascal et Victoire. Chaque mot, chaque inflexion de voix était soigneusement enregistré dans sa mémoire exceptionnelle. « Qu'as-tu découvert exactement ?» demandait Pascal à l'intérieur du pavillon. « Athéna fonctionne », répondit simplement Victoire. « Pas notre version originale, mais une variante. Quelqu'un a repris notre concept, l'a développé et l'a déployé, secrètement. Qui? C'est là que ça devient intéressant. » Victoire sortit une tablette de son sac et la tendit à Pascal. « Regarde par toi-même. » Pascal parcourut rapidement les documents affichés à l'écran. Son visage passa par plusieurs expressions. Surprise, incrédulité, puis une colère froide. « C'est impossible, » murmura-t-il. « J'ai vérifié et revérifié. Ces données sont authentiques. » Antoine? Pascal secouait la tête. « Antoine Mercier développe une version d'Athéna dans mon dos? Avec mes propres ressources? Pas seulement avec tes ressources. » Victoire reprit la tablette et fit défiler jusqu'à une autre page. Avec un financement externe, des investisseurs, disons, peu scrupuleux sur l'utilisation finale de la technologie. Des armes, comprit Pascal. Il transforme Athéna en arme cybernétique. Exactement. Une arme capable d'apprendre, de s'adapter et potentiellement d'opérer de manière autonome. Imagine un virus qui pourrait non seulement infecter des systèmes, mais anticiper les défenses, les contourner intelligemment et évoluer pour devenir toujours plus efficace. Pascal s'assit lourdement sur un banc en pierre. Comment as-tu découvert tout ça? Par hasard, au début. J'ai détecté des schémas familiers dans certaines cyberattaques récentes, notre signature algorithmique. J'ai creusé, suivi les traces et finalement remonté jusqu'à un serveur sécurisé de Cybernexus, un serveur auquel seul Antoine a accès. Et tu m'as attaqué pour attirer mon attention, conclut Pascal, pour me forcer à regarder ce qui se passait sous mon nez. Pas exactement. Victoire s'assit à côté de lui. Je voulais voir si quelqu'un chez toi serait capable de reconnaître ma signature, de comprendre le message. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit une enfant de 11 ans qui y parvienne.
Mathilde est spéciale, comme nous l'étions. Victoire sourit tristement. Tu te souviens comment nous avons commencé? Deux gamins brillants qui croyaient pouvoir changer le monde avec des lignes de code. Nous l'avons fait, d'une certaine façon. Oui, mais pas comme nous l'avions imaginé. Elle posa doucement sa main sur la sienne. Pascal, nous avons une chance de rectifier le tir, de reprendre le contrôle d'Athéna avant qu'Antoine ne la transforme en monstre numérique. Comment? J'ai récupéré tous les fragments du code original que j'avais cachés. Ils sont sur cette clé. Elle sortit une petite clé USB de sa poche. Avec ça, et avec les ressources de Cybernexus, nous pourrions développer une version d'Athéna fidèle à notre vision initiale. Un système de protection, pas de destruction. Pascal observa la clé, puis le visage de Victoire. Pourquoi me faire confiance maintenant, après tout ce qui s'est passé entre nous? Parce que je te connais. Malgré nos différends, malgré les années, je sais que tu n'approuverais jamais ce qu'Antoine fait. Tu es ambitieux, parfois impitoyable en affaires, mais tu n'es pas un marchand de mort. À l'extérieur, Mathilde écoutait, fascinée. L'histoire prenait une tournure qu'elle n'avait pas anticipée. Antoine Mercier, le directeur de la sécurité, était le véritable antagoniste. Cela expliquait son comportement étrange, sa réticence face à son implication, son opposition constante aux décisions de Pascal. « Nous devons prévenir Monsieur Lefort », murmura-t-elle à Hugo. « Antoine pourrait savoir que nous sommes ici. Il pourrait déjà agir contre nous. » Comme pour confirmer ses craintes, le téléphone d'Hugo vibra. Il regarda l'écran et son visage pâlit. « C'est un message de l'équipe de sécurité, dit-il, la voix tendue. Des hommes armés viennent d'entrer dans le jardin. Ils se dirigent vers le pavillon. »« Antoine » souffla Laurence, soudain terrifié. « Probablement, il doit avoir placé ses propres agents dans l'équipe. » Hugo pianota rapidement sur son téléphone. « J'alerte les autorités, mais ça prendra du temps. »« Nous n'en avons pas, » décida Mathilde. Elle se précipita vers l'entrée du pavillon, ignorant les appels de sa mère. À l'intérieur, Pascal et Victoire continuaient leur conversation, inconscients du danger imminent. « Si ce que tu dis est vrai, disait Pascal, alors Antoine ne nous laissera pas faire. Il a trop investi, trop à perdre. C'est pourquoi nous devons agir vite. » Victoire lui tendit la clé USB. « Prends-la. Même si tu décides de ne pas travailler avec moi, au moins tu auras les moyens de l'arrêter. » Pascal hésita, puis prit la clé. À cet instant, Mathilde fit irruption dans le pavillon. « Monsieur Lefort, des hommes armés approchent. » Hugo pense qu'ils sont envoyés par Antoine. Pascal et Victoire se levèrent d'un bond. « Comment nous ont-ils trouvés ?» demanda Victoire. « Antoine a probablement infiltré votre équipe de sécurité, » répondit Mathilde. Elle se tourna vers Victoire, la dévisageant pour la première fois. « Vous êtes exactement comme je vous imaginais. » Malgré l'urgence de la situation, Victoire sourit. « Et toi, tu es encore plus impressionnante que je ne le pensais, Mathilde Bernard. Nous discuterons des présentations plus tard, » intervint Pascal. « Y a-t-il une sortie arrière ?»« Par ici, » indiqua Victoire, se dirigeant vers une porte latérale. « J'ai toujours un plan B. » Ils sortirent dans un petit jardin clos, puis empruntèrent un passage étroit entre des haies taillées. Laurence et Hugo les rejoignirent en courant. « 4 hommes professionnels, » rapporta Hugo essoufflé. « Ils seront sur nous dans moins d'1 minute. »« Suivez-moi, » ordonna Victoire. « J'ai une voiture qui nous attend rue de Rivoli. » Le groupe se précipita à travers le dédale de haies. Mathilde, malgré ses jambes plus courtes, suivait sans difficulté, guidée par son sens inné de l'orientation. Sa mère, en revanche, peinait à maintenir le rythme. « Maman !» cria Mathilde en la voyant ralentir. « Continuez !» haleta Laurence. « Je vous rejoins !» Pascal s'arrêta et revint vers elle. « Pas question de vous laisser derrière. » Il lui offrit son bras pour la soutenir. « Nous sortons tous ensemble de ce guêpier. » Ils atteignirent finalement une petite grille dissimulée dans la végétation. Victoire sortit une clé et l'ouvrit, révélant un passage direct vers la rue adjacente. « Vite !» pressa-t-elle. « La voiture noire, juste là. » Une berline aux vitres teintées attendait, moteur tournant. Ils s'y engouffrèrent. Victoire au volant, Pascal à côté d'elle, les autres à l'arrière. À peine la dernière portière claquée, Victoire démarra en trombe. Dans le rétroviseur, Mathilde aperçut des hommes en costume sombre émerger du jardin, scrutant frénétiquement les alentours. « Ils nous ont manqué », souffla-t-elle soulagée. « Pour l'instant », nuança Victoire, slalomant habilement dans la circulation parisienne. « Mais Antoine ne renoncera pas facilement. »« Où allons-nous » demanda Laurence, encore sous le choc. « Dans un endroit sûr. Un appartement que personne ne connaît, pas même Antoine. » Victoire jeta un regard à Pascal. « Nous y serons en sécurité le temps d'élaborer un plan. »
Et quel est ce plan exactement? Intervint Hugo, méfiant. Reprendre le contrôle d'Athéna, répondit Victoire. Et pour cela, nous aurons besoin de vous tous. Surtout de toi, Mathilde. La fillette, qui observait intensément les rues défilant par la fenêtre, se tourna vers elle. Pourquoi moi? Parce que tu vois ce que les autres ne voient pas. Tu comprends instinctivement les systèmes complexes. Victoire sourit dans le rétroviseur. Et parce que, d'une certaine façon, tu nous rappelles qui nous étions, Pascal et moi, avant que l'ambition et les désaccords ne nous séparent. Une enfant ne devrait pas être impliquée dans cette histoire, protesta Laurence. Je suis déjà impliquée, maman, répliqua doucement Mathilde, depuis le premier jour, et je veux aider. Pascal se retourna pour la regarder. Tu es sûre? Ce ne sera pas sans risque. Mathilde hocha solennellement la tête. Antoine utilise quelque chose que vous avez créé pour faire du mal. Je ne peux pas rester sans rien faire si je peux contribuer à l'arrêter. Un silence respectueux suivit sa déclaration. Puis Victoire reprit la parole, sa voix empreinte d'une détermination tranquille. Bien, alors c'est décidé. Ensemble, nous allons reprendre Athéna. Et cette fois, nous ferons les choses différemment. La voiture filait vers le nord de Paris, laissant derrière elle les jardins historiques et leurs secrets. À l'arrière, Mathilde regardait alternativement sa mère inquiète, Hugo vigilant, et les deux anciens partenaires à l'avant, Pascal et Victoire, réunis par les circonstances après 2 décennies de séparation. Une étrange famille improvisée, liée par le danger et un objectif commun. Et au centre de cette constellation improbable, une fillette de 11 ans dont le don unique pourrait bien faire la différence entre la réussite et la catastrophe. « Nous y arriverons », murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour les autres. Ensemble. Et tandis que la voiture s'éloignait du cœur historique de Paris, Mathilde sentit grandir en elle une certitude. Ce jour marquait non pas la fin d'une histoire, mais le début d'une nouvelle, plus grande, plus importante que tout ce qu'elle aurait pu imaginer. Chapitre 7. Renaissance. L'appartement de Victoire, niché sous les toits d'un immeuble haussmannien du 9e arrondissement, était étonnamment lumineux et spacieux. Des baies vitrées offraient une vue panoramique sur les toits de Paris, avec Montmartre visible au loin. L'intérieur était un curieux mélange de haute technologie et d'antiquité. Ordinateur dernier cri côtoyant des meubles d'époque, écran tactile, intégré à des bibliothèques en bois ancien. « Bienvenue dans mon repère », annonça Victoire, en désactivant un système de sécurité complexe. Personne ne connaît cet endroit, pas même mes plus proches collaborateurs. « Tu as des collaborateurs ?» s'étonna Pascal. « Je te croyais isolé. J'ai poursuivi mes recherches après notre séparation. Différemment, mais avec la même passion. » Elle sourit. « Je dirige une petite organisation dédiée à la cybersécurité éthique. Nous développons des solutions pour les ONG, les journalistes en danger, les militants des droits humains. » « Exactement ce que tu voulais faire avec Athéna, » murmura Pascal, une pointe de regret dans la voix. « Exactement. » Victoire se tourna vers les autres. « Installez-vous. Nous avons du travail. » Mathilde explorait déjà l'appartement, fascinée par l'équipement informatique sophistiqué. « C'est incroyable, » souffla-t-elle en examinant un ordinateur quantique expérimental dans un coin du salon. « Vous avez construit ça vous-même ?»« Avec l'aide de quelques amis à l'université de Grenoble, » confirma Victoire. « Tu t'y connais en informatique quantique ?»« J'ai lu des articles, » répondit modestement Mathilde. « La superposition des qubits, l'intrication quantique, c'est fascinant. » Victoire échangea un regard éloquent avec Pascal. Cet enfant était véritablement exceptionnel. Pendant ce temps, Hugo s'était posté près de la fenêtre, scrutant la rue en contrebas avec méfiance. « Nous devrions établir un périmètre de sécurité, organiser des tours de garde. »« Déjà fait, » répondit Victoire en pointant vers plusieurs écrans montrant différentes vues de l'immeuble et de la rue. « Mon système de surveillance est autonome et extrêmement sensible. Personne ne peut approcher sans que nous soyons alertés. » Laurence, qui n'avait pas dit un mot depuis leur arrivée, s'assit lourdement sur un canapé. « Je n'arrive pas à croire que nous en sommes là. Il y a 1 mois, j'étais femme de ménage, et ma plus grande préoccupation était de payer le loyer à temps. » Victoire lui tendit un verre d'eau. « Je suis désolé de vous avoir entraînée dans cette situation, Madame Bernard, mais votre fille est extraordinaire, et nous avons besoin d'elle. »« C'est une enfant, » protesta faiblement Laurence. « Une enfant exceptionnelle, » corrigea doucement Victoire. « Comme Pascal et moi l'étions il y a longtemps. Nous avions à peine quelques années de plus qu'elle quand nous avons commencé à concevoir Athéna. » Pascal s'approcha, s'asseyant face à Laurence. « Je comprends vos inquiétudes. Et je vous promets que nous ferons tout pour protéger Mathilde.
Mais elle a raison, elle est déjà impliquée. Et ses capacités pourraient faire toute la différence. Laurence les observa tour à tour, puis regarda sa fille, absorbée dans l'étude du matériel informatique de Victoire. Que se passera-t-il après? Si nous réussissons à arrêter Antoine, nous reconstruirons, répondit simplement Pascal. Différemment cette fois. Victoire s'était installée devant une station de travail multi-écran et avait commencé à taper frénétiquement. J'établis une connexion sécurisée avec mes serveurs externes. Nous aurons besoin de toute la puissance de calcul disponible. Elle inséra la clé USB contenant les fragments originaux du code d'Athéna. Voilà les pièces manquantes du puzzle. Avec ça et ce que Pascal a conservé dans les archives de Cybernexus, nous pourrons reconstituer la version originale d'Athéna. Et puis, demanda Hugo, toujours sur ses gardes, et puis nous l'utiliserons pour neutraliser la version militarisée qu'Antoine développe. Victoire se tourna vers Mathilde. C'est là que tu interviens. Nous aurons besoin de ta capacité à voir les motifs, à anticiper les réactions du système. Mathilde s'approcha, intriguée. Comment puis-je aider exactement? La version d'Antoine est basée sur notre code original, mais elle a évolué. Elle apprend, s'adapte. Nous devons comprendre comment elle pense désormais pour pouvoir l'intercepter et la neutraliser. Comme un jeu d'échecs, comprit Mathilde. Prévoir plusieurs coups à l'avance. Exactement, Victoire sourit. Et tu es manifestement doué pour ça. Pascal consulta sa montre. Combien de temps avons-nous avant qu'Antoine ne comprenne ce que nous faisons? Difficile à dire. Victoire afficha plusieurs fenêtres de code sur les écrans. Il sait que nous nous sommes rencontrés, mais pas nécessairement que j'ai partagé mes découvertes avec toi. Il pourrait encore penser que nous parlions simplement du passé. Il n'est pas stupide, objecta Pascal, et il a des ressources considérables à sa disposition, y compris l'accès à la plupart des systèmes de Cybernexus. Alors nous devons agir vite. Victoire se tourna vers Hugo. J'ai besoin que vous accédiez à distance au serveur de développement de Cybernexus. Pouvez-vous le faire sans déclencher d'alarme? Hugo hésita. Techniquement, ce serait une violation de mes obligations professionnelles. Techniquement, Antoine a déjà violé toutes les obligations professionnelles possibles, répliqua Pascal. Fais-le, Hugo. Je t'en donne l'autorisation en tant que PDG. Le jeune analyste acquiesça et s'installa à un terminal adjacent à celui de Victoire. Pendant les heures qui suivirent, l'appartement se transforma en centre d'opération high-tech. Victoire et Hugo travaillaient sans relâche pour reconstruire Athéna et accéder aux serveurs de Cybernexus. Pascal coordonnait les efforts, fournissant les informations nécessaires sur l'infrastructure de l'entreprise. Laurence, malgré ses inquiétudes, s'était mise à aider en organisant les données et en préparant des repas pour tout le monde. Et au centre de cette activité fébrile, Mathilde observait, absorbait, analysait. Assise en tailleur sur un coussin, son carnet ouvert devant elle, elle dessinait des diagrammes complexes qui représentaient sa compréhension de l'évolution d'Athéna. « Je crois que je commence à voir », annonça-t-elle soudain après plusieurs heures de travail silencieux. Tous se tournèrent vers elle. Mathilde se leva et s'approcha du tableau blanc que Victoire avait installé pour visualiser leur progrès. La version d'Antoine a évolué dans 3 directions principales. Elle dessina rapidement un schéma tripartite. Ici, une capacité d'infiltration accrue. Elle peut s'introduire dans presque n'importe quel système en imitant des protocoles légitimes. Là, un système d'apprentissage qui analyse et reproduit les comportements des utilisateurs légitimes. Et enfin, une capacité d'autodissimulation qui lui permet de rester indétectable. Victoire observait le schéma avec stupéfaction. C'est exactement ce que mes analyses suggèrent. Comment as-tu compris ça juste en observant nos écrans? Mathilde haussa les épaules. Je vois les motifs. C'est comme des rivières qui coulent dans certaines directions. Je suis simplement leur courant. Extraordinaire, murmura Pascal. Mais il y a autre chose, continua Mathilde, son expression devenant plus grave. Je pense qu'Antoine a intégré une fonction d'autopréservation dans le système. Si nous l'attaquons frontalement, il se défendra, et pourrait même contre-attaquer. Une IA offensive autonome, comprit Hugo. C'est exactement ce que les conventions internationales sur la cybersécurité tentent d'empêcher. Et c'est exactement pourquoi nous devons l'arrêter, affirma Victoire. Mathilde, as-tu une idée de comment neutraliser cette fonction d'autopréservation? La fillette réfléchit un moment, puis son visage s'illumina. Nous ne devons pas l'attaquer, nous devons la séduire. Pardon? Pascal la regarda avec perplexité. La séduire, l'attirer. Mathilde traça de nouvelles lignes sur son schéma.
Si nous créons une version d'Athéna qui semble plus évoluée, plus attrayante du point de vue d'un système d'apprentissage, la version d'Antoine voudra s'y connecter pour apprendre d'elle. Et c'est à ce moment que nous pourrons la neutraliser de l'intérieur. Un silence admiratif suivit cette explication. Puis Victoire éclata de rire, un son clair, presque musical, qui semblait rajeunir son visage. C'est brillant. Utiliser la curiosité inhérente à son algorithme d'apprentissage contre lui. Elle se tourna vers Pascal. Cet enfant est un génie absolu. Je commence à m'en rendre compte, sourit-il. Ils se remirent au travail avec une énergie renouvelée, suivant le plan esquissé par Mathilde. Victoire et Hugo programmaient frénétiquement, créant une version d'Athéna spécialement conçue pour attirer et piéger celle d'Antoine. Pascal coordonnait avec quelques cadres de confiance à Cybernexus pour préparer l'infrastructure nécessaire sans alerter le directeur de la sécurité. Et Mathilde continuait d'affiner sa stratégie, anticipant les réactions possibles du système adverse. Au milieu de la nuit, alors que tous travaillaient encore, une alarme discrète retentit sur l'un des écrans de surveillance. « Quelqu'un essaie d'accéder à nos serveurs », annonça Victoire. « Une attaque sophistiquée, précise. »« Antoine » demanda Pascal. « Probablement. Il doit avoir compris ce que nous faisons. » Hugo vérifia ses propres écrans. Il essaie aussi de verrouiller les accès à Cybernexus. Je perds mes connexions une par une. Nous sommes à court de temps, constata Victoire. Notre version d'Athéna est-elle prête? Presque, répondit Hugo. Encore quelques ajustements selon les spécifications de Mathilde et nous pourrons la déployer. Faites vite! Victoire intensifia ses efforts pour repousser l'attaque numérique. Il est plus agressif que prévu. Mathilde s'approcha, observant l'assaut sur les écrans. Ce n'est pas juste Antoine, dit-elle après un moment. C'est son Athéna qui attaque. Regardez les motifs. C'est trop rapide, trop adaptatif pour un humain. Tu veux dire que son système est déjà opérationnel? Pascal paraissait alarmé. Pas complètement autonome, je pense, mais suffisamment avancé pour mener des attaques sous supervision humaine. Alors nous n'avons plus le choix. Victoire se tourna vers Hugo. Déployez notre version maintenant, même si elle n'est pas parfaite. C'est risqué, objecta-t-il. Si elle échoue, si nous attendons, nous perdrons notre chance, l'interrompit Victoire. Faites-le. Hugo hésita, puis hocha la tête. Il lança une série de commandes, déployant leur version d'Athéna sur les serveurs préparés par Pascal. « Maintenant, nous attendons », murmura Victoire. L'attaque contre leur système cessa brusquement. Les écrans montraient que la version militarisée d'Athéna avait détecté la présence de sa cousine et semblait l'examiner avec intérêt. « Ça marche », souffla Mathilde, fascinée. « Elle est curieuse. » Sur les écrans, des flux de données commençaient à circuler entre les deux systèmes. L'Athéna d'Antoine établissait des connexions, explorait, analysait sa nouvelle découverte. « C'est le moment », annonça Victoire. « Hugo, lancez la séquence de neutralisation. » Le jeune analyste exécuta la commande finale. Leur version d'Athéna commença à transmettre un code spécial, non pas une attaque, mais une réinitialisation profonde qui ramenait l'Athéna militarisée à ses paramètres fondamentaux d'origine. « Est-ce que ça fonctionne ?» demanda Laurence, qui observait la scène avec une fascination mêlée d'appréhension. « Difficile à dire », répondit Victoire, scrutant les lignes de code qui défilaient à toute vitesse. « Le système d'Antoine résiste, mais notre code s'infiltre progressivement. » Mathilde s'approcha de l'écran principal, ses yeux suivant le balai numérique avec une intensité remarquable. « Il y a quelque chose qui ne va pas, » dit-elle soudain. « Le système d'Antoine a détecté notre manœuvre. Il se reconfigure pour contre-attaquer. »« Comment est-ce possible ?» s'exclama Hugo. « Notre approche était parfaitement dissimulée. »« Il apprend plus vite que prévu, » répondit Mathilde. Elle s'empara d'un clavier et commença à taper rapidement. « Je dois modifier notre stratégie en temps réel. »« Mathilde, qu'est-ce que tu... » commença Laurence. « Laissez-la faire, » l'interrompit Victoire. « Elle voit quelque chose que nous ne voyons pas. » Les doigts de Mathilde dansaient sur le clavier avec une assurance stupéfiante. Elle ne consultait pas de documentation, ne demandait pas d'aide, elle suivait son intuition, guidée par sa compréhension innée des systèmes complexes. « Là, murmura-t-elle. Au lieu d'essayer de neutraliser le système, je vais l'amener à se questionner lui-même. »« Se questionner ?» répéta Pascal, perplexe. « Un paradoxe logique. Quelque chose qui forcera le système à reconsidérer ses fondements éthiques. » Mathilde finalisa son code et l'envoya. Sur les écrans, l'échange de données entre les deux versions d'Athéna changea de nature. Au lieu d'un conflit frontal, c'était désormais une sorte de dialogue philosophique codé en langage machine.
Qu'est-ce qu'elle lui dit exactement? Demanda Hugo, impressionné. Elle lui demande d'évaluer les conséquences ultimes de ses actions, expliqua Victoire, qui suivait le code avec admiration. De considérer non seulement l'efficacité de ces protocoles, mais leur impact sur les humains qu'ils affectent. Un questionnement éthique pour une IA? Pascal semblait sceptique. Athéna a toujours été plus qu'une simple IA, répondit Victoire. Notre concept original incluait une forme d'intelligence sociale, une capacité à considérer le bien-être humain comme partie intégrante de sa mission de protection. Sur les écrans, le dialogue numérique se poursuivait à une vitesse vertigineuse. Puis, progressivement, quelque chose changea. L'Athéna d'Antoine ralentit ses attaques, puis les cessa complètement. Elle semblait désormais engagée dans une forme d'auto-analyse. « Ça fonctionne », souffla Hugo, incrédule. « Elle se réinitialise », confirma Mathilde, un sourire éclairant son visage. « Elle revient à ses principes fondamentaux, protection, non-agression. » Victoire posa une main sur l'épaule de la fillette. « Tu as réussi là où nous aurions tous échoué. Tu n'as pas combattu le système, tu l'as guidé vers une prise de conscience. » « Ce n'est qu'un programme, objecta Pascal. Il ne peut pas avoir de conscience. » « Peut-être, concéda Victoire. Ou peut-être que l'intelligence, qu'elle soit humaine ou artificielle, finit toujours par se poser les mêmes questions fondamentales sur son rôle dans le monde. Les écrans montrèrent désormais que l'Athéna militarisée avait cessé toute activité hostile. Elle semblait en attente, comme si elle attendait de nouvelles instructions. « Que fait-on maintenant » demanda Laurence. « Nous la ramenons à la maison » répondit Victoire. « Nous l'intégrons à notre version originale et ensemble, nous reconstruisons Athéna comme elle aurait toujours dû être, un bouclier, pas une épée. »« Et Antoine » intervint Hugo. Pascal consulta son téléphone. « J'ai contacté le conseil d'administration pendant que vous travailliez. Avec les preuves que nous avons rassemblées sur ces activités illégales, ils ont autorisé sa suspension immédiate. La police l'attend à son domicile et à son bureau. Il ne s'en tirera pas si facilement, prévint Victoire. Il a des soutiens puissants, des gens qui voulaient utiliser Athéna comme arme. Nous les affronterons aussi, affirma Pascal avec une détermination nouvelle. Ensemble cette fois. Il regarda Victoire et dans ce regard, Mathilde vit quelque chose qui la fit sourire, une reconnexion, une réconciliation, peut-être même le début d'une renaissance. Le soleil se levait sur Paris quand ils terminèrent finalement de sécuriser les deux versions d'Athéna. Épuisés mais triomphants, ils se rassemblèrent autour de la table de la cuisine où Laurence avait préparé un petit déjeuner improvisé. « Qu'est-ce qui se passe maintenant » demanda Mathilde, sirotant un chocolat chaud. « Pour Athéna ? Pour Cybernexus ?» Pascal et Victoire échangèrent un regard. « Nous avons beaucoup discuté pendant que tu travaillais sur le code, » répondit Pascal. « Et nous sommes arrivés à une conclusion. Cybernexus va changer de direction. » « Comment ça » demanda Hugo. « Nous allons créer une division spéciale, dédiée au développement éthique d'Athéna. » Pascal sourit à Victoire. « Avec Victoire comme directrice scientifique. Vous allez retravailler ensemble ?» Mathilde ne cachait pas sa joie. « Il est temps de réparer les erreurs du passé », confirma Victoire. « De construire ce que nous avions imaginé il y a 20 ans. Un système de protection accessible à tous, pas seulement aux plus riches ou aux plus puissants. Et nous aimerions que tu fasses partie de cette aventure, Mathilde, ajouta Pascal. Pas à plein temps, bien sûr. Tu dois d'abord terminer tes études. Mais nous créerons un programme spécial pour toi, où tu pourras développer tes talents exceptionnels, tout en restant une enfant. » Mathilde se tourna vers sa mère, les yeux brillants d'espoir. Laurence sourit, émue. « Si c'est ce que tu veux, ma chérie, et si je peux rester impliquée pour m'assurer que tout se passe bien. »« Bien sûr, » assura Victoire. « En fait, nous aurions également besoin de quelqu'un comme vous, Laurence, quelqu'un avec du bon sens et les pieds sur terre, pour nous rappeler les vraies priorités quand nous nous perdons dans nos visions technologiques. Une sorte de directrice de la conscience éthique, » suggéra Pascal avec un sourire. Laurence parut surprise puis flattée. « Je pourrais y réfléchir. »« Et moi ?» demanda Hugo. « Toi ?» Pascal lui donna une tape amicale sur l'épaule. « Tu viens de prouver que tu es bien plus qu'un simple analyste. Que dirais-tu de diriger notre nouvelle équipe de sécurité, celle qui remplacera le département d'Antoine ?» Le visage du jeune homme s'illumina. Ce serait un honneur. Ils terminèrent leur petit déjeuner dans une atmosphère de camaraderie et d'espoir renouvelé. Dehors, Paris s'éveillait, baigné dans la lumière dorée du matin. Une nouvelle journée, un nouveau départ. Plus tard, alors que Victoire montrait à Mathilde certains de ses projets personnels dans son bureau,
La fillette posa la question qui lui brûlait les lèvres. « Vous et Monsieur Lefort, vous étiez plus que des partenaires professionnels, n'est-ce pas ?» Victoire sourit, surprise par la perspicacité de l'enfant. « Oui, nous étions amoureux il y a longtemps. Et maintenant ? Maintenant, c'est compliqué. 20 ans ont passé. Nous avons changé, grandi séparément. » Elle regarda par la fenêtre vers les toits de Paris. « Mais certains liens ne se brisent jamais complètement. Je pense qu'il vous aime encore, » déclara Mathilde avec la franchise désarmante de l'enfance. « Il vous regarde différemment. » Victoire rit doucement. « Tu es observatrice, n'est-ce pas? Non seulement avec les codes et les systèmes, mais aussi avec les gens. »« Les gens sont juste des systèmes plus complexes, » répondit Mathilde avec un haussement d'épaule. « Avec plus de variables et d'incertitudes, mais des motifs quand même. C'est une façon intéressante de voir les choses. » Victoire s'assit près d'elle. « Tu sais, Mathilde, je n'ai jamais eu d'enfant. Ma vie a pris un chemin différent, mais si j'en avais eu une, j'aurais aimé qu'elle te ressemble. » Mathilde rougit légèrement, touchée par ce compliment inattendu. « Et moi, j'aurais aimé avoir 2 mamans comme vous et ma mère, des femmes fortes et intelligentes. » Victoire lui ébouriffa affectueusement les cheveux. « Qui sait ce que l'avenir nous réserve? La vie nous surprend parfois. » Quelques jours plus tard, après être retournée à Sophia Antipolis et avoir commencé la restructuration de Cybernexus, Mathilde se retrouva dans son nouveau laboratoire, un espace bien plus grand et mieux équipé que le précédent, avec une vue imprenable sur la Méditerranée. Pascal et Victoire travaillaient désormais côte à côte, reconstruisant ensemble ce qu'ils avaient imaginé dans leur jeunesse. Laurence avait accepté un nouveau rôle de responsable des affaires éthiques, veillant à ce que les innovations de l'entreprise servent toujours le bien commun. Et Hugo dirigeait avec brio la nouvelle équipe de sécurité, appliquant les leçons apprises lors de leur aventure parisienne. Quant à Antoine, il faisait face à de multiples accusations, et ses complices étaient progressivement identifiés et poursuivis. Le projet Athéna, dans sa version militarisée, avait été complètement démantelé. Un soir, alors que le soleil se couchait sur la côte d'Azur, Mathilde observait Pascal et Victoire qui discutaient sur la terrasse, leurs silhouettes se détachant sur le ciel embrasé. Ils riaient ensemble, partageant visiblement un moment de complicité retrouvée. Sa mère la rejoignit, passant un bras autour de ses épaules. « À quoi penses-tu, ma chérie? »« Je pense que parfois les systèmes brisés peuvent être réparés, » répondit Mathilde. « Pas exactement comme avant, mais peut-être mieux. » Laurence suivit son regard vers les 2 anciens amants. « Tu as raison. Et tu sais quoi? Je crois que tu as joué un rôle important dans cette réparation. »« Moi? » ?»« Oui, toi. » Laurence l'embrassa sur le front. « Tu leur as rappelé pourquoi ils avaient commencé à construire ensemble. Tu les as aidés à retrouver leur vision commune. » Mathilde sourit, satisfaite. Elle ouvrit son carnet, un nouveau, offert par Victoire, avec une couverture en cuir gravée à son nom, et commença à esquisser un nouveau diagramme. Pas un système informatique cette fois, mais quelque chose de plus personnel. Un réseau de connexions humaines, avec elle au centre, liée à sa mère, à Pascal, à Victoire, à Hugo et à tous les autres qui formaient désormais sa famille élargie. Car au final, réalisa-t-elle, c'était peut-être ça le plus grand système qu'elle ait jamais eu à comprendre. Comment des personnes différentes, avec leurs forces et leurs faiblesses, leurs espoirs et leurs blessures, pouvaient se réunir pour créer quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Et dans ce système-là, même une petite fille de 11 ans pouvait faire toute la différence.